il y a un mouvement en fait de digitalisation de ce qu'on appelle les pièces d'achat ou les pièces de facturation, qui sont pas forcément du coup des factures électroniques. Et en tout cas, il y a une convergence pour passer en fait de systèmes où on était sur des systèmes papier à des systèmes d'échange d'informations automatisés, avec notamment l'administration. Donc au cours du congrès américain de la semaine dernière, eh bien, on a cité la France en disant, ben voilà, la France, ça va être finalement un peu un élément là aussi nouveau dans ce dispositif, parce que la France fait un choix, on va le voir tout à l'heure, assez original, d'avoir un dispositif qui est ce qu'on appelle un dispositif en Y, c'est-à-dire à la fois des plateformes privées et une plateforme publique. Et ça, en fait, dans le monde entier, il y en a très peu, voire pas du tout, qui ont fait ce choix-là. Généralement, les pays ont fait soit le choix d'une plateforme publique, soit le choix d'une plateforme purement privée. Et donc, en fait, la France se distingue un petit peu dans le sujet de la facture électronique par ce choix qui est original. Donc, vraiment, première idée à avoir en tête sur ce sujet, la facture électronique, c'est pas quelque chose qui, entre guillemets, va impacter que la France. La plupart des pays du monde sont en train de passer, je dirais, dans des dispositifs de facturation électronique, et on prévoit que d'ici à 2030, en effet, une très large partie des pays modernes auront choisi, en fait, des échanges électroniques, notamment avec leur administration, puisque évidemment l'idée principale derrière ce sujet de convergence internationale, c'est de pouvoir collecter notamment plus facilement les taxes, donc pour nous notamment la TVA, mais d'une manière générale, c'est pour que les administrations fiscales des pays puissent avoir en temps réel de l'information fiscale sur du coup les données des entreprises. Ce qui explique aussi les premiers pays qui y sont allés, parce qu'on peut être surpris de la liste des pays que tu citais. Ouais. Les premiers, c'est Mexique, Italie, et c'est pas les pays qui habituellement sont peut-être en pointe de la techno. Bien sûr. Quand on regarde Mexique 2004, ensuite Costa Rica, ensuite Bolivie, ensuite Brésil, c'est vrai que généralement, on a l'habitude de dire c'est pas les pays où on pense fondamentalement que la facture électronique va se trouver, parce qu'on se dit finalement c'est des pays qui sont peut-être un peu moins utilisateurs de technologie au moment où ils mettent en place le dispositif. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils mettent en place ce dispositif? Tout simplement parce qu'en effet, ils ont ce qu'on appelle un gap taxe, un gap TVA, et donc ils veulent récupérer en fait des transactions financières, et ils veulent surtout s'assurer de la réalité des transactions financières et du fait que les transactions financières se déroulent correctement. Et ça, c'est hyper important, parce que on verra peut-être dans les questions que tu poseras ou que poseront notre assistance tout à l'heure. Il y a parfois la question de dire mais qu'est-ce que va faire l'administration fiscale de ces informations? En fait, la première chose que fait l'administration fiscale des informations qui sont échangées par les systèmes de facture électronique, c'est de repérer ceux qui sont dans le système par rapport à ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire que très clairement, quand on regarde les politiques fiscales qui ont été suivies par des pays étrangers qui ont mis en place la facture électronique, en fait, l'idée numéro une, c'est d'identifier les entreprises qui finalement ne se sont pas confortées au dispositif, et donc du coup d'aller éventuellement contrôler plus facilement ces entreprises-là. Donc un sujet international et quelque chose qu'il faut donc bien prendre, je dirais, dans cette mouvance internationale qu'on appelle notamment les CTC, qui est un terme qui veut dire les cléarances transactionnelles continues, qui est un mouvement de réforme fiscale et de suivi en fait au niveau mondial de la fiscalité, et qui est poussé par l'OCDE et qui vise finalement à renseigner les administrations fiscales en temps réel des flux de facturation et des flux d'échange de marchandises qui sont concernés. Ça fait aussi tomber une objection qu'on entend parfois où on dit c'est une réforme de plus, ça sera enterré comme d'autres réformes. C'est pas du tout un sujet franco-français qui. Voilà, c'est vrai que tu as raison. Souvent, les deux questions qu'on nous pose, c'est la première, c'est est-ce que finalement on est obligé d'y passer? Est-ce que la France, le mouvement, il est mondial, il est continu, et d'une certaine manière, la France n'est pas en avance, puisque en fait, la directive 2010 en matière de TVA avait notamment prévu que dans les 5 ans, les États passent à la facturation électronique. Alors, on a démarré avec le secteur public, mais vous voyez qu'on va y être. On va voir tout à l'heure dans le calendrier, principalement à partir de 2024 et 2026. Donc, on ne sera pas en avance. Et donc, d'une certaine manière, la question de dire est-ce qu'on y passera, elle est liée au fait qu'on ne sera pas en avance. Donc, il faudra bien y aller à un moment donné. Et puis, l'autre remarque, c'est en effet souvent de dire est-ce que cette réforme, finalement, elle va aller à son terme? Est-ce qu'on n'aura pas envie de changer un peu, finalement, et de ne pas appliquer la réforme? De toute manière, le mouvement de convergence mondiale fait que les systèmes sont bâtis pour finalement dans le futur s'interconnecter ou permettre des échanges, et donc fatalement on est obligé à un moment donné d'y passer. Donc autant suivre le calendrier maintenant qui est défini, quoi. Justement, on passe au calendrier.
Alors oui, justement, on va donc peut-être passer donc au deuxième slide. Donc là, du coup, je pense qu'il faut peut-être le faire manuellement, mais Ouais. je sais pas si... Il faudrait passer la slide Ouais. d'après, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut nous passer le deuxième slide. Et en effet, l'élément numéro 2, c'est en effet un élément qui est donc lié du coup au calendrier, d'une certaine manière, de la facture électronique. Alors, le calendrier de la facture électronique, bah, il est en effet important de l'avoir en tête. Bon, je pense que la plupart d'entre vous qui nous écoutez, bah, vous connaissez maintenant, en fait, je dirais, ce calendrier, ou en tout cas, vous en avez entendu parler. Mais bon, on va repréciser quand même bien les choses pour que tout le monde soit bien au fait de ce calendrier. Moi, j'ai l'habitude de dire, la facture électronique, c'est donc une rupture professionnelle parce que ça va être, je dirais, d'une certaine manière, une vraie transformation de notre écosystème. Et j'ai une deuxième image pour bien faire comprendre mes propos et bien illustrer, je dirais, généralement mes propos. La deuxième image, c'est l'image de la météorite. C'est-à-dire que je dis, voilà, sur la planète comptable, sur la planète entreprise et la planète comptable, vous allez avoir une météorite qui va arriver et la date d'atterrissage de la météorite, du coup, on connaît sa trajectoire. Et donc, la date d'atterrissage de la météorite, c'est 1er juillet 2024. Au 1er juillet 2024, le dispositif français de facture électronique va rentrer donc du coup en vigueur et va donc se mettre en place. Et donc du coup, ça veut dire qu'au 1er juillet 2024, on va changer de monde, puisqu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, une entreprise qui voudrait envoyer une facture électronique à une autre entreprise doit demander l'accord de l'entreprise à qui elle envoie la facture électronique pour pouvoir lui faire une facture électronique. Au 1er juillet 2024, ce qui change dans les textes, pour être très concret, c'est qu'une entreprise n'aura plus besoin de demander l'accord de l'autre entreprise pour lui envoyer une facture électronique. Dit autrement, toute entreprise qui va vouloir faire de la facture électronique pourra le faire dès le 1er juillet 2024. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les grandes entreprises, donc entreprises de plus de 1500 salariés, avec des critères qui sont liés aussi au total du bilan et au chiffre d'affaires, qui sont en fait la définition normative de ce qu'on appelle aujourd'hui la grande entreprise. Les entreprises, donc grandes entreprises, plus de 1500 salariés, auront l'obligation d'émettre leur facture au format facture électronique à compter du 1er juillet 2024. Donc en gros, ça représente aujourd'hui à peu près 300 entreprises françaises qui sont, je dirais, dans ces critères de ce qu'on appelle la grande entreprise et qui, dès le 1er juillet 2024, devront émettre nécessairement tout leur flux de facturation au format facture électronique. Donc ça, en fait, ça va être le premier impact. On va avoir des grandes entreprises qui vont, du coup, j'y reviendrai tout à l'heure dans le plan d'action, mais qui, au cours du début de l'année 2024, vont nous demander, bah, OK, on va vous envoyer des factures électroniques, où est-ce que vous voulez les recevoir? Et donc, ça sera, je dirais, une des premières tâches qu'on aura à faire dans cette action facture électronique. Là-dessus, voilà, justement, pour répéter ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper important, le fait que 1er juillet 2024, ce soit que les grandes entreprises, ça ne veut pas dire que les TPE doivent repousser le sujet à 2026. Alors non, parce que donc dans le calendrier 1er juillet 2024, les grandes entreprises émettent en facture électronique. Ensuite, deuxième étape du dispositif, 1er janvier 2025, là, ce sont les ETI, donc plus de 250 salariés, qui se retrouvent dans la situation de devoir émettre obligatoirement au format facture électronique. Alors là, on élargit un peu le scope, parce qu'en France, ça représente à peu près 6000 entreprises qui sont, je dirais, ETI. Et puis, on peut penser que si une ETI passe, elle va inciter notamment ses filiales, un peu d'ailleurs comme la grande entreprise. La grande entreprise, elle aura l'obligation. Donc, si elle a des filiales, il y a de bonnes chances qu'elle dise à sa filiale, bah voilà, fais aussi de la facture électronique, parce que ça simplifiera évidemment les dispositifs. Et donc, bah, de manière très concrète, au 1er janvier 2025, on a donc du coup, en effet, les ETI qui vont émettre elles aussi au format électronique. Et donc là, on va avoir un scope encore plus large, évidemment, de facture. Et enfin, dernière étape du dispositif, c'est donc un an après, c'est le 1er janvier 2026. Et là, le 1er janvier 2026, nouveauté là aussi, on va dire, pour là, du coup, 3 800 000 entreprises, c'est-à-dire en gros le grand scope des entreprises françaises. Et là, du coup, bah, toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, doivent émettre dans leur relation B2B, donc business to business, c'est-à-dire entreprise to entreprise, vont devoir émettre au format facture électronique. Et donc, à compter du 1er janvier 2026, on change de monde, puisque en réalité, là, du coup, l'économie française émet en facture électronique pour l'intégralité des dispositifs B2B. Donc, pour répondre à ta question, c'est sûr que bah, très clairement, la tentation pourrait être de dire, bah, finalement, la facture électronique, c'est un sujet 2026 pour mes clients. En réalité,
réalité, je vais y revenir tout à l'heure, je pense qu'on détaillera ça un peu plus dans le cours de la présentation, mais en réalité, il va y avoir des choix, et l'un des choix possibles, c'est de dire finalement, si je suis une TPE, puisque de toute manière, j'ai éventuellement des fournisseurs, des grands fournisseurs qui émettent en facture électronique, pourquoi est-ce que moi, je n'irai pas aussi émettre en facture électronique? Peut-être parce que ça va me permettre justement de simplifier mon organisation, mes flux, etc. Et là, en tant qu'expert comptable, mais je pense que j'y reviendrai aussi tout à l'heure, tu me reposeras la question, il y a des vraies questions stratégiques, parce que c'est sûr que plus on va attendre la date de 1er janvier 2026, plus d'autres acteurs vont pouvoir s'immiscer dans notre relation avec notre client et éventuellement jouer le rôle finalement de conseil sur la facture électronique. Donc très clairement, je pense qu'il faut avoir la date, et c'est pour ça que je prends l'image de la météorite. La date d'impact de la météorite, c'est 1er juillet 2024. À partir du moment où on a cette date en tête, ça veut dire que le plan d'action de son cabinet, et là aussi on va y revenir tout à l'heure dans les aspects pratico-pratiques, il doit être orienté vers cette date du 1er juillet 2024 avec une fenêtre de tir de quelques mois ensuite pour bien cadrer le dispositif, mais surtout bien se dire que c'est un sujet qu'il va falloir traiter là, donc du coup dans les 12 à 18 mois qui viennent en fait. Et il y a aussi un sujet de réception tout de suite en fait. Et en plus il y a un sujet de réception, c'est-à-dire que très clairement que l'on soit petite entreprise, que l'on soit cabinet d'expertise comptable, que l'on soit moyenne entreprise, à compter du 1er juillet 2024, vous allez avoir des grands facturiers, c'est-à-dire les grandes entreprises avec lesquelles vous êtes en relation, qui ont plus de 1500 salariés. Donc, vous pouvez penser aux grandes entreprises françaises habituelles qui vous fournissent votre énergie, qui vous fournissent votre téléphonie, etc., qui, elles, de toute manière, vont émettre obligatoirement en facture électronique, et donc sur lesquelles, bien évidemment, il faudra être en capacité de recevoir ces factures électroniques et de les traiter. J'ai peut-être une question pour la technique, je suis désolé, mais je suis un peu étonné de voir aucune question sur le chat, alors que d'habitude, elle tombe assez vite. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème. Tu nous rassures, ils nous entendent. Oui. Parce que moi, je les vois pas apparaître sur mon... Ouais. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, il y a une question. Bonjour, une PME qui va recevoir des factures électroniques dès juillet 2024, est-elle obligée de le mettre sur une plateforme ou peut-elle les recevoir simplement par mail comme aujourd'hui? Alors, en fait, on va revenir. Je vais garder la question peut-être pour tout à l'heure, parce que quand on va être un tout petit peu plus dans le schéma de compréhension pour que chacun comprenne bien la chose, je veux bien, Mélodie, si vous pouvez me reposer la question tout à l'heure, parce que avec le schéma, je pense que ça sera un peu plus simple. On va peut-être, si tu veux, avancer, et puis au fur et à mesure, on reprend les questions. Hein. On va répondre à vos questions, évidemment, donc mais ça sera peut-être plus simple dans le cadre. Alors, là, on va passer au texte. Donc, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce qu'on est passé à cette obligation progressive, et surtout, quelles sont les sources d'infos actuelles qui fondent un peu tout ce qu'on est en train de se dire? Oui, alors parce que quand on est expert comptable et qu'on s'intéresse au sujet de la facture électronique, on peut être un peu perdu parce que d'une certaine manière, le sujet, comme je vous l'ai dit, c'est pas un sujet très récent. Hein. La facture électronique, c'est 2010 dans l'arrivée de la directive européenne qu'on parle de la facture électronique. Ensuite, il y a eu Chorus, l'arrivée pour le secteur public. Ensuite, il y a eu plusieurs versions de textes de loi de finances qui ont modifié un petit peu les choses au fur et à mesure. Et donc, du coup, on peut être un peu perdu. En fait, aujourd'hui, le cadre réglementaire désormais de la facture électronique, il est bien posé, hein, et maintenant il est pratiquement définitif. On attend encore quelques textes, notamment de publication au BOFIP, pour bien préciser les choses. Mais maintenant, on a un cadre qui est quand même bien posé. Alors, ce cadre qui est bien posé, c'est quoi? C'est d'abord la loi de finances rectificative 2022, hein, qui est parue au mois d'août, qui a réaffirmé le calendrier. C'est-à-dire que les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, c'était des éléments qui étaient dans une ordonnance qu'on appelait l'ordonnance du 15 septembre 2021. Et en fait, la loi de finances 2022 rectificative au mois d'août a réaffirmé ce calendrier, manière de dire, voilà, le calendrier est intangible et maintenant, il va plus trop bouger. Ensuite, deuxième chose, on a eu une partie de texte importante qui ont été publiés le 7 octobre, donc notamment l'arrêté du 7 octobre 2022, qui vient en fait réécrire des articles du Code général des impôts. Alors là, si vous allez du coup sur Légifrance, vous allez retrouver en fait notamment tout un tas d'articles du Code général des impôts, hein, donc le 290, le 290A, l'article 41, qui ont été réécrits en fait pour intégrer le dispositif de la réforme, et donc qui maintenant donne tout le corps technique
de ce que va être le rôle justement des plateformes, donc des fameuses PDP dont je vais parler après, le rôle du portail public, le rôle des mentions obligatoires sur les factures. Donc on a en fait avec l'arrêté du 7 octobre véritablement eu toute la liste en fait des éléments qui sont en fait des éléments importants qui étaient explicatifs de la réforme. Donc là on a un cadre législatif maintenant qui est bien posé et qui permet sur le plan réglementaire également de bien préciser les choses. Donc ça, c'est pour ça que ces textes-là sont importants. La particularité peut-être du volant de texte qui est paru au mois d'août, c'est qu'il a également donné dans une version ce qu'on appelle le cahier des charges des plateformes. Et donc, notamment, il a donné un cahier des charges avec les mentions et les choses obligatoires que vont devoir faire les fameuses plateformes de facturation électronique. Et ça, en fait, c'était important parce que beaucoup de partenaires de la profession qui vont créer des plateformes n'avaient pas ces informations jusqu'au mois d'octobre. Et donc, du coup, maintenant, ils ont en fait les spécifications, ce qu'on appelle les spécifications techniques, et ça va leur permettre de faire en fait justement les fameuses plateformes dont je vais parler après. Donc, un calendrier qui est maintenant fixé par le texte législatif, des éléments réglementaires qui sont fixés. On va dire qu'on a aujourd'hui 90% de tous les textes en fait applicables à la facture électronique qui sont donc là et qui sont donc disponibles. Et donc si vous faites l'effort ou si quelqu'un en fait fait l'effort de lire ces textes, vous allez avoir toute la réglementation qui s'applique, y compris d'ailleurs les sanctions qui s'appliqueraient si vous n'appliquez pas bien la réforme à partir de la date obligatoire où vous êtes concerné quand vous êtes une entreprise. Donc on a un cadre entre guillemets de texte qui est assez bien normé aujourd'hui. Donc là aussi, on peut dire que ça avance. Enfin, par rapport à la petite musique qui dit que... Oui, par rapport à tous ceux qui diraient est-ce que la réforme, est-ce qu'elle va se mettre en place, est-ce qu'il ne va pas manquer de texte, là maintenant on voit que du côté de la DGFiP, ils se sont vraiment mis en état de marche et donc du coup les textes qu'on attendait sont à peu près parus. On attend maintenant quelques éléments de BOFIP pour cadrer certaines choses et puis quelques précisions notamment sur les dispositifs qu'on appelle de signature de facture. Mais le cadre en tout cas de texte applicable va être prêt sans difficulté au moment où la réforme sortira, en fait. Il y a une première question là sur, enfin une deuxième du coup. Peut-on faire le nécessaire à la place de nos clients pour que ces derniers puissent recevoir les factures électroniques? Donc on la traitera un petit peu plus tard dans la partie cabinet. En effet, je comprends les questions pratiques. C'est pour ça qu'on va aller assez vite sur l'aspect théorique et puis on va aller ensuite sur le pratique parce que je conçois qu'il y a pas mal de questions pratiques. Mais du coup, on va essayer de répondre à toutes vos questions. On va remettre juste un peu on va poser le cadre en fait. On va poser le cadre avant de rentrer dans le dispositif. Alors le dispositif, juste pour le rappeler, il y a un dispositif de facture électronique. Donc les factures électroniques, ce sont en fait les factures que vous faites quand vous êtes une entreprise et que vous avez une obligation de facturation. Donc là, ça vous renvoie en effet aux obligations de facturation des entreprises. Ça, c'est un dispositif qu'on appelle le e-invoicing. Et donc, c'est le dispositif de facturation électronique. Donc, dès lors que vous êtes une entreprise et que vous êtes dans l'obligation, parce que vos textes vous y imposent, de faire une facture, vous allez dans votre relation B2B, c'est-à-dire entreprise to entreprise, être obligé du coup de faire des factures électroniques à la date d'application de la réforme pour la taille de l'entreprise qui vous concerne. Donc là, il n'y a pas de discussion, c'est le dispositif du invoicing et c'est l'objectif donc des factures électroniques. À côté de ça, vous avez un autre dispositif qu'il faut avoir en tête parce qu'en fait, la réforme, ce sont ces deux dispositifs qui se cumulent, c'est le dispositif de ce qu'on appelle le e-reporting. Et alors, le e-reporting, c'est quoi? C'est le fait que quand vous êtes une entreprise, vous allez devoir extraire des données. Alors, si vous envoyez une facture, vous allez envoyer votre facture. Mais si par contre, vous ne faites pas une facture parce que vous êtes une entreprise, par exemple, qui fait du B2C, donc vous vendez à des particuliers et que donc vous avez des opérations comptables et donc des opérations économiques qui sont réalisées avec ces particuliers, ou bien si vous êtes une entreprise et que vous achetez, par exemple, des biens qui viennent de l'étranger, qui eux, du coup, n'ont pas d'obligation de facture électronique, puisque si vous allez acheter en Chine, vous n'allez pas demander aux Chinois de vous faire une facture électronique, ou bien que vous ayez du coup des éléments de facturation que vous allez éventuellement facturer vers l'étranger et où on vous demande un autre format de facture parce que l'État étranger éventuellement vous demande un autre format, et bien là, vous allez avoir cette obligation de e-reporting, c'est-à-dire en fait d'extraire des données qui d'ailleurs maintenant sont fixées par le fameux arrêté du 7 octobre. Donc on a la liste des données qui sont concernées. Et vous allez devoir extraire ces données et du coup, vous allez devoir les communiquer
là aussi à l'administration fiscale par le biais justement des fameuses plateformes. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça parce que en fait, au début, il y a quelques années, quand on parlait de facture électronique, on entendait en fait le dispositif de facture B2B et on se disait du coup que pour les clients B2C, on n'avait pas forcément d'obligations liées, je dirais, aux transactions qui sont réalisées. En fait, dans le volet français de la réforme tel qu'il a été acté à partir de 2021, l'idée c'est bien de pratiquer du e-reporting et donc d'extraire ces données-là, qui sont des données pour le B2C, et de les transmettre à l'administration. Alors j'imagine que tout à l'heure, là aussi je ne vais pas complexifier tout de suite, mais tout à l'heure dans les questions, je pense qu'on va nous poser des questions sur le B2C et donc sur le e-reporting, et donc on verra comment on va remonter ces données de e-reporting. Mais c'est important de bien comprendre ces deux volets-là, parce que souvent, je ne l'ai pas dit en introduction, mais l'objectif final quand même de l'administration, c'est un objectif à moyen terme, c'est-à-dire que là on est en 2022, on peut le situer certainement plutôt vers 2028-2030, c'est quand même de proposer aux entreprises des TVA pré-remplis. Donc, pour avoir des TVA pré-remplis, ça sous-entend avoir l'intégralité du scope des opérations, c'est-à-dire les opérations B2B, mais aussi les opérations B2C, voire les opérations donc, qui sont faites avec l'étranger, évidemment. Oui, parce que le terme facturation électronique est un petit peu trompeur parfois. On ne sait pas que la pièce de la facture. Oui, c'est pour ça que pour ceux qui auront le temps, vous regarderez les slides, notamment le premier slide que je présentais là, qui était donc présenté au Congrès américain de la semaine dernière, parce que nous on parle facture électronique, mais eux en fait ils parlent pas facture électronique, ils parlent en fait d'échange de données électroniques liées aux transactions. Et donc en fait c'est plus juste parce que ça correspond en fait au flux de transactions de factures, ça correspond au flux de transactions B2B, et puis on le verra même tout à l'heure, c'est même aussi les flux de transactions liés à tout ce qui peut être le paiement en fait des opérations. Et donc c'est en fait des réformes qui visent à connaître en fait les flux de transactions d'une manière générale, quoi. Juste pour mettre deux exemples sur les deux dispositifs, le e-reporting, quand tu parles de B2C, c'est par exemple le commerçant de détail qui a une caisse et qui va devoir aussi faire quelque chose. Voilà, donc pour être très clair, B2B, je suis une entreprise A, l'autre entreprise B fait de la plomberie, moi je lui achète le matériel de plomberie, bah, là on est en B2B, on a tous les deux un numéro de TVA intra communautaire, bah, on échange notre facture, c'est une facture électronique, pas de problème. Maintenant, le B2C, c'est je suis par exemple le boulanger, je vends à un particulier, et là du coup à ce moment-là, le particulier me demande pas de facture, parce que si le particulier me demande une facture, bah, je vais être dans une obligation entre parenthèses d'émission de facturation, mais le particulier me demande pas de facture parce qu'il n'a pas besoin de facture volontairement. Et là, du coup, je vais être obligé de reporter mes données, en fait, qui sont liées à la transaction que j'ai réalisée, donc notamment mes données de caisse. On va y revenir tout à l'heure, je pense, dans l'aspect pratico-pratique. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que le rythme de la réforme, il avance. C'est pas du tout une réforme qui est en train de s'éteindre, au contraire, le rythme de texte s'accélère, et que le périmètre est aussi important. C'est pas uniquement les clients qui sont en B2B, quasiment tous les clients sont concernés. On le verra dans le détail, mais le scope est assez gros. C'est pour ça que tout à l'heure, en effet, sur le slide, vous l'avez vu, quand on dit 2026, alors le B2B et le e-reporting, ça va ensemble. Et quand on arrive en 2026, bah, vous avez vu que c'est 3 800 000 entreprises, parce qu'en fait, toutes les entreprises deviennent concernées pratiquement, je dirais, sauf celles vraiment qui seraient dans des dispositifs très très spécifiques. J'ajoute que d'ailleurs, dans ce scope, vous avez aussi les associations qui seraient fiscalisées, etc., et qui elles-mêmes, du coup, parce qu'elles sont fiscalisées, vont être dans le scope de la réforme. Et tant qu'on est dans les exemples, il y a toujours la question des auto-entrepreneurs qui arrivent. Donc il y a la question de l'émission, mais il y a aussi la question de la réception de toute façon. Donc, voilà, de toute manière, l'auto-entrepreneur va être dans une logique où pour la réception, il va lui falloir un dispositif de facture électronique, puisqu'il va avoir des fournisseurs qui vont lui fournir des factures électroniques. Et puis après, là aussi, on va y revenir peut-être sur le plan d'action tout à l'heure, mais en gros, la bonne idée aussi pour lui, ça sera certainement de passer en facture électronique, parce que du coup, évidemment, on va lui rationaliser ses process et son fonctionnement. Il y a une question, mais tu as répondu après coup, mais je la prends juste pour clarifier. C'est dans le cas d'une prestation ou vente B2C, comment l'entreprise va-t-elle donner une facture au client particulier? Alors, il n'est pas question que l'entreprise donne une facture au particulier. Voilà, pour le B2C, le principe du e-reporting, c'est que je ne vais pas donner de facture, enfin, sauf si vraiment on m'en demandait une spécifiquement, je dirais ça peut arriver. Mais en fait, je vais juste remonter des informations qui vont être liées à la nature de la transaction, qui vont être liées à son montant, qui vont être liées à la TVA qui est liée et qui vont être liées
accéder éventuellement au paiement. Et en fait, ces informations, généralement, elles vont remonter comment? Elles vont remonter par les systèmes de caisse, en fait. Donc, soit par, alors c'est pour ça que je peux répondre tout de suite peut-être à la partie pratico-pratique, soit parce que j'aurai un système de caisse connecté qui fera que je remonterai ces informations sur les plateformes et que du coup, ma caisse connectée transmettra. Alors là, je vais vulgariser un peu la chose, mais en gros, mon Z de caisse sera remonté automatiquement sur ma plateforme et du coup, on aura l'information. Ça, c'est dans un cadre où je suis complètement en digital complet dans mon process. Si par contre, je suis pas dans un cadre de digitalisation complet de mon process, comme il n'y a pas d'obligation d'utiliser de caisse connectée, aujourd'hui dans les textes, il n'est pas du tout prévu pour l'instant de la DGFiP, et quand on interroge notamment les services de Madame Frakoviak, qui est la responsable du projet à la DGFiP, elle confirme qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui de mettre de caisse connectée chez tout le monde, en tout cas pas dans les textes actuels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une caisse, je dirais traditionnelle, il faudra que je reporte ces informations de caisse sur une plateforme. Dit autrement, il faudra que je ressaisisse les données, ou bien que j'ai un dispositif qui me permette de récupérer peut-être un tableau ou un OCR qui me permette de récupérer mes données de caisse vers, je dirais, la plateforme. Évidemment, là aussi, je vais y revenir tout à l'heure, mais dans le plan d'action, il y a quand même une forte incitation, même s'il n'y a pas d'obligation, à aller vers des dispositifs de digitalisation de caisse. Parce qu'il est évident que ressaisir des informations, ça sera évidemment des ruptures de chaîne, ça sera des risques d'erreur, puis ça sera du temps, surtout, en fait. Une autre question aussi pointue, c'est si le alors il y en a d'autres qui tombent pendant que je parle, si le particulier a besoin d'une facture pour ses notes de frais. Donc je suis dans du B2C et on me demande une facture. Dans quel cadre est-ce que je vais me trouver? Si à un moment donné, alors ça c'est un exemple qui est assez intéressant, parce qu'à travers le monde, ce qu'on voit, et c'est assez logique, c'est qu'au fur et à mesure que les dispositifs de facture électronique se mettent en place, on va de plus en plus vers des dispositifs où finalement les entreprises font des factures. Donc en réalité, si quelqu'un vous demande une facture, vous serez incité en fait à faire une facture. Et dans ce cas-là, vous ferez une facture, je dirais, comme vous pouvez d'ailleurs le faire dès aujourd'hui. Aujourd'hui, un particulier, il peut déjà demander à quelqu'un une facture. Et dans le coup, l'entreprise lui fait une facture. Et donc, si on est dans ce dispositif où à un moment donné, quelqu'un dit « moi, j'ai besoin d'avoir une facture pour, je dirais, en effet, ma note de frais », je demanderai la facture et là, il y aura une émission de facture qui sera réalisée par l'entreprise. En fonction du statut de la personne, on sera soit sur du B2B. Exactement, en fonction du statut, on sera éventuellement sur le B2B ou sur le B2C. Et deuxième remarque, c'est vrai que, mais ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est vrai aussi que du coup, ce qui va certainement se généraliser aussi, parce que tu disais pour une note de frais, ça sera une généralisation aussi de plus en plus des cartes de paiement de notes de frais qui permettent de rattacher en fait une facture à une transaction qui est faite avec une carte de paiement de note de frais. Pourquoi? Parce qu'en fait, là du coup, ça règle un peu le problème de l'identité de la personne. Parce que là, on ne l'a pas dit et tu ne vas pas encore dans ce détail-là des questions, même si elles sont assez techniques, c'est qu'il y a des cas d'usage, il y a plus d'une centaine de cas d'usage qui ont été traités par l'administration et que traite notamment le Conseil national de l'ordre en coopération avec la DGFiP, qui sont des cas d'usage où, par exemple, vous envoyez votre secrétaire acheter du papier pour le bureau, mais elle paye en direct. Et donc, du coup, il vous faut bien une facture pour le cabinet pour pouvoir déduire la chose. Et donc là, du coup, on rentre dans ce qu'on appelle des cas d'usage particuliers avec des règles spécifiques qui s'appliqueront, mais qui permettront en fait d'émettre une facture. En fait. Donc, tout ça, c'est super intéressant parce qu'on voit que ça s'inscrit dans une transformation digitale, une numérisation de l'économie petit à petit, en fait. C'est une brique de c'est clair que c'est pour ça que quand je disais il y aura un avant et un après facture électronique, je ne veux pas faire entre guillemets trop théorique ce matin parce que le but c'est d'être pratico-pratique, mais c'est clair que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que on appelle ça les ateliers de la transformation du cabinet. Là, on va mettre la main en 3-4 ans dans la vraie transformation digitale des process économiques des entreprises, parce que ça va être les factures. Après, ça sera les bons de commande. Et en même temps, ça va être aussi les transactions de paiement qui vont être de plus en plus digitalisées. Donc, en fait, c'est vrai que c'est bien une transformation numérique. Et ça fait maintenant près de 10 ans que dans les institutions, on parle de transition numérique, de transformation numérique. Là, je vous garantis qu'on va y aller plein pied, quoi. Enfin, je veux dire, là, on va y être vraiment et on va mettre les mains dans le cambouis. Et tous les retours qu'on a des confrères en Italie, au Mexique, dans d'autres pays, je vous dis aux États-Unis où c'est pas obligatoire, mais où certains confrères pratiquent maintenant, selon les États, etc., de la digitalisation de factures, tous le disent. À un moment donné, ça change les process, ça change l'organisation et ça change la manière dont on travaille, évidemment, avec nos clients, parce qu'on passe d'une étape où finalement la numérisation se faisait un peu dans notre cabinet en numérisant des pièces et éventuellement en rattachant des pièces à des écritures, à quelque chose qui est beaucoup plus global, qui est en fait la digitalisation des processus économiques, quoi, en fait.
On passe peut-être au slide d'après. Ah, pardon. Vous pensez qu'il reste à peu près combien de temps à la saisie comptable? Je vais garder là aussi la question pour un peu plus tard, mais parce que je vais y répondre. Si j'oublie, n'hésitez pas à me la reposer. Mais alors, c'est un peu un faux problème. C'est pour ça que je vais essayer de vous illustrer ça après. Donc peut-être, en effet, on n'a plus beaucoup de slides. Hein, on en a 3 pratiquement. Bon, pour terminer sur le cadrage global de tout le monde. Évidemment, la facture électronique, pour que ça marche dans le monde entier, c'est ce qu'on a constaté, et en France, du coup, c'est ce qu'on a constaté aussi. Et dès 2016-2014, quand le Forum national de la facture électronique s'est mis en marche, il y avait un objectif là-dedans. Pour que ça marche, il faut qu'on ait des normes pour échanger. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, pour qu'un discours je dirais, existe en tant qu'être humain, il faut qu'on ait un langage. Pour qu'on puisse échanger des flux électroniques, il faut qu'on ait un langage commun et évidemment électroniquement parlant. Donc pour ça, il y a des normes qui ont été travaillées au niveau européen. Alors il y a une norme européenne. Il se trouve que nous, le cabinet BBA, on était à ce moment-là, on travaillait avec l'AFNOR sur ce sujet-là. Donc on a coécrit, on a participé avec les travaux de l'AFNOR, avec le Conseil national de l'ordre également, à la norme 16931, qui est la norme européenne qu'on appelle le modèle sémantique des données, qui est une norme qui permet aux gens qui travaillent en EDI, donc en échange de données informatiques, de pouvoir échanger du coup des flux avec cette norme électronique donc de flux. Et ce modèle, c'est en fait, si vous allez sur le site de l'AFNOR, et je vous le recommande parce que c'est quand même très intéressant, vous allez sur le site de l'AFNOR, vous téléchargez la norme 16931, et je crois même qu'elle est en accès libre. Et dans cette norme 16931, vous allez avoir 174 pages. Dans les 174 pages, vous allez avoir tous les schémas d'échange de flux de factures qui existent, et vous allez avoir également l'annuaire en fait de tous les ce qu'on appelle les identifiants en fait de chacun des codes informatiques qui doivent être utilisés pour faire du codage en EDI, mais aussi en XML, de factures électroniques. Et donc, en fait, c'est un annuaire, cette norme, avec tous les cas de figure et tous les champs qui sont remplis, en fait, ou qui doivent être remplis quand on fait de la facture électronique. Et donc, cette norme 16931, elle existe, et donc, du coup, elle permet aujourd'hui de faire de la facture électronique en norme EDI. Et puis, pour les petites entreprises, le Forum national de la facture électronique a travaillé, en fait, une déclinaison de cette norme 16931, d'une certaine manière, sous un terme qu'on appelle FactureX, la norme FactureX, qui est donc en fait un modèle XML, hein, donc avec des champs en XML, qui sont donc du langage informatique, qui ont donc des balises. Donc l'avantage du XML, c'est que c'est balisé. Donc en fait, un ordinateur va pouvoir aller lire ces balises et ces identifiants de manière automatique, en sachant que la balise 1, c'est ça, la balise 3, c'est ça, la balise 4, c'est ça. Et donc du coup, ce format FactureX, c'est celui qui va être le plus adapté pour les petites et moyennes entreprises. Pourquoi c'est le plus adapté pour les petites et moyennes entreprises? Parce que dans le modèle FactureX, vous avez d'un côté une enveloppe XML, donc avec du code informatique. Donc un ordinateur va lire le code informatique. Lui, il va être assez bête, l'ordinateur, il va prendre la première ligne du code informatique et il va lire et il va recharger les balises. Et puis vous avez également dans la FactureX ce qu'on appelle une enveloppe PDF. Donc en fait, la facture qui est lisible par un humain, par vous, par moi, sous la forme d'un PDF. Donc en fait, FactureX, c'est une facture hybride. Côté pile, vous avez le PDF. Côté face, vous avez le XML. Côté pile, vous êtes un humain, vous lisez votre PDF, ou éventuellement, d'ailleurs, vous le sérisez. Donc finalement, un comptable pourrait très bien saisir une facture électronique, il pourrait très bien se dire je saisis le PDF, ou il pourrait très bien le sériser. Mais côté face, vous allez utiliser du coup le côté enveloppe XML, et ça vous allez l'injecter dans votre système comptable qui lui va lire le XML et qui du coup va récupérer directement les flux de la facture électronique. Donc voilà, donc deux modes en fait principaux de facturation qui vont exister en France, le mode EDI, donc l'échange de données informatisées, comme on fait aujourd'hui nos liasses sur jedéclare.com qu'on envoie en EDI. Donc là, c'est pour des entreprises qui ont des systèmes EDI. Donc généralement, le sujet, c'est que si je suis en EDI, il faut que j'ai un annuaire EDI qui soit compatible avec celui qui reçoit. Donc, il faut que je me sois mis d'accord sur le protocole. Donc, beaucoup de grandes entreprises vont utiliser ça parce que les grandes entreprises, elles ont souvent des protocoles EDI qui existent. Par contre, dans le monde de la TPE-PE,
là, c'est difficile de dire à son fournisseur, à son client, voilà, mon annuaire EDI, il faut que tu fasses comme ça, etc. Donc là, on va utiliser plutôt le mode Facture X, donc la génération de Facture X. Et du coup, l'intérêt de ces Facture X, c'est qu'elles seront lisibles par les plateformes de facture électronique et donc du coup, elles seront récupérables également par nos logiciels. Donc voilà pour les normes. C'est vrai que c'est important de connaître les deux normes. Facture X, ça sera généralement la plus adoptée pour nos clients TPE, PME. EDI, on va en voir quand même quand on est, je dirais, sur des entreprises de taille un peu plus significative ou des ETI qui veulent faire absolument de l'EDI. Il y a deux questions sur le sujet normes. On m'entend toujours? Oui, pardon. Le premier, c'est donc une facture X, c'est composé de 2 fichiers, pour clarifier. C'est la question qui est posée là. En fait, une facture X, ça va être un fichier XML, en fait. Et en fait, quand vous l'affichez, si vous avez un lecteur du coup qui lit les factures X, il va vous composer en effet votre PDF. On va le composer à la volée. Voilà. Ok, d'accord. Une autre question, alors qui est un peu plus, pardon, un peu plus technique. Que se passera-t-il si on envoie demain un e-invoicing dans un format non hybride avec un PDF en pièce jointe? Est-ce que c'est le PDF ou le XML qui fera foi? Alors là, je veux dire, faut bien comprendre la question. En réalité, moi, je vais être plus simple que ça. Ouais, je vais être un peu plus simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur les plateformes, il y a un contrôle de format. Soit vous émettez dans un des formats, ce qu'on appelle les formats du socle, donc en gros l'EDI norme 16931 ou la facture X standardisée au format XML. Et là, du coup, votre facture est acceptée. D'accord? Elle est considérée comme étant une facture électronique, donc elle est acceptée. Soit vous envoyez quelque chose qui n'est pas une facture électronique, qui ne correspond pas au format du socle, et là, votre facture, elle est rejetée. D'accord? Après, la question peut-être sous-jacente, j'essaye de bien comprendre le sujet, mais la question sous-jacente, ça pourrait être de dire, si j'ai fait une facture, par exemple PDF, et que je veux la transformer en facture électronique, et qu'on me demande de faire une facture électronique, là, en fait, et on va y revenir, ça va être, je crois, le slide d'après ou le suivant, mais en fait, les plateformes de facture électronique vont pouvoir proposer dans leur service, ça ne sera pas obligatoire, mais il y en a qui le font, c'est le cas de jefacture.com, la plateforme qui est commercialisée par ECMA, elles vont proposer en fait la transformation d'une facture qui éventuellement est en PDF au départ en une facture format facture électronique, facture X, acceptée du coup par le socle commun. Voilà la réponse. En tout cas. Il y a une autre question à laquelle... pardon, non Laurent, J'avais une question, en fait, c'est plus sur l'aspect un peu informatique qu'il peut y avoir derrière tout ça. On parle de volume de données assez colossaux. Est-ce que vous avez pas, alors je ne sais pas si vous avez cette visibilité, mais est-ce que par rapport au groupe de travail peut-être, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une saturation peut-être des plateformes ou au niveau d'administration publique pour gérer tous ces volumes de données? Alors, bon, déjà, pour resituer le cadre, dans ce qui est prévu aujourd'hui dans l'arrêté du 7 octobre, si vous regardez, vous allez avoir une liste de données, en fait, qui sont donc transmises à l'administration. Donc, faut prendre le sujet, en fait, sur deux niveaux. Il y a le sujet administration, il y a le sujet, en fait, data des plateformes en général. Le sujet administration, l'administration aujourd'hui dit, en gros, je veux une vingtaine de données. Et à terme, ce qu'on sait en France, c'est que du coup, ça va donner quoi? Ça va donner 20 données fois 4 milliards de factures. Donc ça vous donne, en fait, la volumétrie de la data qui va être collectée par l'administration fiscale. Alors, soit dit en passant, c'est pas le sujet du jour, mais ça montre bien que l'administration fiscale fait un big data fiscal. C'est-à-dire que moi, on parle souvent du big data en disant la profession comptable va faire du big data, etc. Si vous vous dites quand même que 20 données fois 4 milliards vont être collectées chaque année dans les serveurs de l'administration, ça vous donne quand même déjà l'ampleur du big data que va faire l'administration, bon, ce qui est logique. Et d'ailleurs, quand vous regardez les projets de loi de finances, le PLF qui est en train d'être discuté au Parlement, vous regardez dans les annexes du PLF, vous verrez qu'il y a moins d'inspecteurs des impôts, mais plus de data scientists du côté de l'administration. Donc, on voit bien que là, ils veulent faire parler les data, ils veulent recruter des data scientists, ils ont passé des appels d'offres sur des gros serveurs, sur des algorithmes, etc. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant et qu'il faut avoir en tête. Après, par rapport aux données qui vont être collectées par les plateformes, il pourrait y avoir plus de données d'ailleurs que les 20 données que je viens de donner, parce que justement, l'un des enjeux des plateformes, on va peut-être y revenir, c'est d'avoir beaucoup de data et de collecter beaucoup plus que les données obligatoires qui vont transformer à l'administration fiscale. Là, aujourd'hui, j'allais dire la limite théorique, c'est la limite en fait des serveurs que vous avez et que vous upgradez. Vous savez que depuis le début des années 2000, ce qui a changé, c'est que maintenant on met des serveurs en ligne, hein, donc du coup dans de l'informatique qu'on appelle cloud dans les nuages et qu'on prend les capacités. Donc en gros, je dirais là c'est assez illimité, c'est-à-dire que il y a un problème éventuellement d'empreinte écologique de mettre des serveurs et de savoir à quoi ils servent et pourquoi on collecte de la donnée. Mais sur le plan théorique, il suffit que je rajoute de l'espace disque et je vais pouvoir stocker. Après, qu'est-ce que j'en fais? C'est un autre sujet, mais stocker, ça sera complètement possible.
La question qui était posée là, c'était sur l'OCR. Alors c'est intéressant comme question parce que pour le coup, c'est une facture OCRisée va-t-elle être lue en PDF? Est-ce que l'OCR lit l'UXML? Donc ça montre, enfin c'est une question de l'ancien monde en fait à la rigueur, mais on va pas vraiment en fait, Alors. parce que ça c'est un sujet. Alors bon, pour ceux qui s'en rappellent, hein, l'OCR c'est je scanne une pièce et puis du coup j'ai une extraction et généralement j'ai ce qu'on appelle un algorithme qui essaye de prédire la lecture de ma pièce en reconnaissant notamment des formes, des éléments, etc. En fait, souvent au début, hein, quand on a commencé à se pencher sur la facture électronique, on pensait que la facture électronique ça allait être la fin des OCR et c'est assez logique que normalement la facture électronique soit la fin des OCR. Moi, j'ai l'habitude de présenter ça d'une manière simple. Je dis, un OCR, en fait, c'est de la divination. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez dans le principe, les OCR, il y a 15 ans, quand ils ont démarré, ou 20 ans, ils trouvaient rien parce qu'ils connaissaient rien. Et en fait, ils regardaient une pièce. Et moi, je me rappelle, les premiers OCR que j'ai utilisés en cabinet, en fait, on était obligé à chaque fois de redire, bah, ça, c'est la facture EDF. Ça, c'est le montant. Ça, c'est cet élément. Pour cette vague d'OCR, ils faisaient très peu de reconnaissance, ils n'étaient pas très bons et beaucoup de cabinets, d'ailleurs, dans les années 2000, ont essayé de l'OCR et ont abandonné rapidement. Il y a eu une vague qui a été en fait une deuxième vague à partir des années 2010-2012, qui est en fait la vague de ce qu'on appelle à la fois la vague cloud et la vague donc du coup du machine learning, qui sont en fait deux technologies. Le cloud parce que ça permet de mutualiser de la ressource, hein, je l'ai dit juste avant avec les serveurs, et le machine learning parce que ça permet en fait d'améliorer la reconnaissance puisque tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un serveur qui a du cloud qui lit une pièce, si monsieur dans la salle vous avez codé EDF, moi si je mets la même facture, il y a de bonnes chances que mon OCR, parce que justement il fait de la divination, ils disent bah tiens c'est la même type de facture donc c'est probablement une facture EDF. Donc aujourd'hui on a des OCR qui font des bonnes reconnaissances à 85%, 90% des pièces et qui des fois sont complétées par du manuel, mais ça reste toujours de la divination. Avec la facture X et avec le XML, on change de monde puisqu'en fait là on a un identifiant qui dit par exemple BT2, c'est admettons le numéro de SIRET de l'entreprise. Et donc du coup là l'ordinateur il est bête, hein. Il prend BT2, il dit c'est le SIRET, donc ça correspond à tel SIRET. Si c'est tel SIRET, c'est tel fournisseur. Donc voilà le nom du fournisseur et il applique en fait la règle. Pourquoi je dis on pensait au départ donc du coup que ça allait complètement supprimer les OCR, bah, parce que dans un monde idéal tout le monde utiliserait du XML et donc de la facture électronique et donc bah, il y aurait plus besoin d'OCR. La réalité c'est qu'on le voit bien compte tenu du calendrier. On va avoir des gens qui vont continuer à utiliser du XML, on va avoir des gens qui vont passer à l'XML, on a des gens qui vont continuer à utiliser entre guillemets de la facture classique et donc sur lesquels on aura toujours besoin éventuellement d'un OCR et donc du coup, bah, ce qu'on peut se dire c'est que dans les années qui viennent, l'OCR va continuer à être utilisé. Par contre, la logique, c'est qu'il soit sur une pente relativement décroissante au fur et à mesure que les standards XML vont être appliqués dans nos comptabilités. Mais c'est vrai que, enfin, moi, souvent, la question qui est en filigrane derrière celle que tu dis, c'est parfois les confrères qui me disent est-ce que ça vaut le coup que je lance un projet OCR là tout de suite? Et je leur dis, pour plein de raisons, je leur dis oui. Pourquoi je leur dis oui? Parce que je dis, bah, vous allez continuer à utiliser de l'OCR de toute manière dans les années qui viennent, ça va être encore utile. Et deux, la mécanique de travail comptable que vous avez en tête va être forcément, je dirais, impactée par votre projet OCR qui, du coup, va vous rapprocher du projet XML facture électronique. Oui, donc en fait, si on visualise la période qui s'ouvre, c'est pas une période où on va remplacer de l'OCR par de la facture électronique, ça va être un flux supplémentaire qui va se rajouter. On va avoir à gérer des flux de facture électronique en plus des flux classiques. Ça, c'est clair. Ouais. Alors justement, on va peut-être passer du coup au modèle d'échange. Alors modèle d'échange, donc on a vu, il y a des normes. Alors après, l'architecture de la réforme, c'est quoi? Alors là, c'est le cœur du moteur. C'est ce qu'il faut bien comprendre dans la réforme. C'est qu'en fait, donc on va avoir un dispositif qui est le suivant. Si on reste, je dirais, sur l'aspect très pratico-pratique, tout en bas du schéma qui est à l'écran, vous avez en fait ce qu'on appelle l'administration fiscale qui veut vos flux de factures, qui veut donc les données de vos factures. Ils veulent même pas forcément vos factures, ils veulent juste les données de ces factures. Et donc, il faut qu'on leur extrait les données. Au-dessus, on crée donc ce qu'on appelle le PPF, donc le portail public de facturation électronique, qui est donc un portail public, qui est en fait
V2 amélioré de ce qu'on pourrait appeler Chorus, en fait, qui est en train d'être développé, puisque l'appel d'offres a été gagné cet été au mois d'août par 2 opérateurs. Hein, donc, du coup, le portail est en train d'être redéveloppé. Chorus, juste un mot sur Chorus, pour ceux qui Alors, connaissent Chorus, actuellement. Oui. Ouais, pour ceux qui connaissent Chorus, donc Chorus, c'était le portail public de facturation pour le B2J, ce qu'on appelle le gouvernement, les collectivités locales, etc. Et vous pouvez d'ailleurs aller aujourd'hui sur Chorus, ouvrir un compte et déposer vos factures quand vous travaillez avec une mairie. Et donc, ce portail-là, Chorus, en fait, au 1er juillet 2024, il va s'éteindre, en fait, de fait, puisque du coup, il va être remplacé par le PPF, donc le portail public de facturation électronique, qui sera donc d'État. Ce portail public d'État, il a vocation à être gratuit. D'accord. Il a vocation, du coup, à recevoir les factures et il a vocation surtout à tenir également de manière centralisée ce qu'on appelle l'annuaire, en fait, des adresses de dispositifs de facture électronique. Dit autrement, une entreprise aura sur le portail public de facturation une fiche, on va dire comme ça, sur laquelle il y aura son adresse, en fait, où elle souhaite recevoir les factures électroniques. Et donc, du coup, elle aura cette adresse qui lui permettra de collecter des factures électroniques si nécessaire. Cette adresse pouvant être l'adresse du PPF, donc du portail public, où elle aura décidé de recevoir éventuellement ses factures, ou bien l'adresse d'une PDP, et c'est là qu'on introduit la nouveauté en fait du dispositif français par rapport à ce qui existe en Italie. Hein. En Italie, ils ont un seul système, ils ont le système centralisé avec une plateforme d'État. Et nous, en fait, en France, on est original. On crée un dispositif au-dessus où on crée ce qu'on appelle des PDP. Donc, les PDP, ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont des plateformes qui, elles, sont des plateformes privées. Leur objectif, c'est de faire le même travail que le PPF, c'est-à-dire, en gros, collecter les factures, extraire les données, les envoyer au PPF qui lui-même les enverra à l'administration fiscale, d'accord? Donc, c'est un système de réplication. Mais par contre, la PDP, elle, la différence par rapport au PPF, c'est qu'elle va pouvoir proposer des services complémentaires. Donc, des services, par exemple, de transformation de facture. Donc, je reprends l'exemple qu'on avait tout à l'heure dans la question. Quelqu'un qui veut déposer une facture qui n'est pas au format facture électronique, si sa PDP fait le travail de le faire transformer au format facture électronique, il va pouvoir la poser dessus. Et donc, du coup, ça va lui permettre de faire des factures électroniques. Ça peut être des services d'archivage de factures. Hein. Beaucoup de PDP vont proposer des services d'archivage légaux qui dépassent les durées qui sont prévues sur le PPF. Sur le PPF, il est prévu 6 ans d'archivage, alors que la plupart du temps, on a besoin pour des raisons commerciales au minimum de 10 ans. Donc, la PDP pourra proposer de garder vos factures pendant 10 ans, etc. Et puis, surtout, les PDP vont pouvoir proposer des services aussi de paiement en ligne pour payer une facture en ligne, ce que ne fera pas, du coup, le PPF, puisque le rôle du portail d'État, c'est pas de gérer des paiements. Donc, on voit, ça, c'est le dispositif avec la couche PDP. Le fait de choisir une PDP n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'une entreprise pourra dire « moi, je veux rester sur le PPF ». Par contre, évidemment, si je prends une PDP, l'intérêt, c'est que j'aurai généralement un peu plus de services, un peu plus de fonctionnement. Troisième acteur dans le dispositif, c'est ce qu'on appelle les OD. Je termine juste sur ça. Les OD, en fait, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle les opérateurs de démat. Alors, il y a une différence entre PDP et opérateur de démat. Quand vous êtes PDP, vous vous engagez à respecter un cahier des charges qui est fixé, ces fameuses spécifications techniques que j'ai dit dans l'arrêté du mois d'août. Hein, au mois d'août, ils ont publié les spécifications. Et donc, quand vous êtes PDP, vous vous engagez à suivre ce cahier des charges. Et comme vous suivez ce cahier des charges, vous allez demander, en fait, entre guillemets, alors là, je prends les guillemets nécessaires parce que c'est pas comme ça qu'on le dit, mais une accréditation, une certification à l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dire au départ que vous êtes conforme, vous engagez sur l'honneur quand vous êtes une PDP, vous êtes conforme au cahier des charges. Et puis, en fait, il y a un audit qui va être déclenché normalement dans l'année qui suit votre demande. Et une fois que cet audit est réalisé, vous êtes labellisé normalement pour 3 ans PDP. Et donc, du coup, vous avez le droit pendant 3 ans de dire « Salut, je suis PDP, je suis conforme à l'administration ». D'une certaine manière, c'est la garantie que du coup, une PDP, c'est un partenaire de confiance qui a un flux sécurisé, qui transmet à l'administration les données dans un bon format et avec des bonnes conditions. Et du coup, les PDP ont un droit que n'auront pas d'autres acteurs, c'est que les PDP pourront aller modifier l'annuaire
qui est sur la plateforme publique pour dire finalement, moi, je suis la PDP, par exemple, jefacture.com, la PDP faite par ECMA, et dire du coup, j'ai l'entreprise BBA, mon entreprise qui est donc sur Jefacture, donc j'ai le droit de recevoir les factures de BBA puisque BBA m'a dit c'est OK, tu me donnes mes factures. Et donc, du coup, ça, c'est un droit qu'auront les PDP. Comme je le disais, à côté, il y a les OD. Les OD, en fait, ce sont tous les autres opérateurs. C'est la plupart du temps, c'est vos éditeurs de logiciels. Aujourd'hui, c'est d'autres opérateurs qui ne se déclarent pas PDP. Et eux, en fait, ils vont avoir le droit de faire des interfaces qui vont communiquer généralement directement avec le PPF ou avec les PDP. Donc, dit autrement, quand un opérateur de démat n'est pas PDP, ça veut dire que lui, il va faire une interface et il va aller se connecter directement ou pas, ça va dépendre, je dirais, de la qualité de l'éditeur, mais il va aller poser les factures éventuellement sur le PPF ou les poser sur la PDP que vous avez choisie et il va généralement faire la fonction retour, c'est-à-dire je récupère une facture qui est sur une PDP ou sur le PPF et je la ramène dans mon logiciel comptable. C'est ça, si vous voulez, la différence. Donc la différence, c'est que quand je suis OD, j'ai pas d'obligation de cahier des charges. Il faut juste que je fasse le travail d'intermédiaire et préparer mes interfaces. Quand je suis PDP, je m'engage à respecter un cahier des charges très sérieux et du coup, je respecte la réglementation. Et là, du coup, je peux aller directement injecter tout mon flux de données auprès du coup de la PPF et donc de l'administration fiscale. Okay. Merci beaucoup pour la cartographie. Non, mais c'est important de poser les différents acteurs du sujet. On a des questions dans la salle et en ligne. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que les entreprises ont l'obligation de publier la liste des signataires pour permettre de s'assurer l'authenticité des factures électroniques? Alors, la liste des signataires, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. En fait, ce qui est prévu dans les textes, c'est qu'aujourd'hui, une facture électronique, quand elle va être déposée, elle devrait être du coup signée. D'accord. Alors justement, alors signée électroniquement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une signature électronique. C'est pas une signature manuscrite. Je mets pas Stéphane Reynaud. C'est une signature électronique. Et du coup, cette signature électronique, du coup, pour qu'elle soit valable, il faut que, entre guillemets, celui qui va signer ait l'autorisation de le faire. C'est-à-dire, en gros, que lui ait acheté, je dirais, un cachet de signature, en fait, électronique. Donc, pour ramener un peu la chose à ce qu'on connaît dans notre monde professionnel, vous avez Je Signe Expert, qui est donc la signature de l'ordre. Très clairement, sur la plateforme jefacture.com, vous allez avoir une signature électronique. Alors signature ou scellement, ça c'est encore un peu dans la discussion parce que, je vais pas rentrer trop dans ce débat-là, mais il y a encore un petit point de détail qu'on attend en termes de précision. Mais en gros, vous allez avoir un tampon, on va dire, qui vient marquer votre facture électroniquement et qui dit que c'est bien l'entreprise BBA qui a fait cette facture. Donc en fait, si vous voulez, celui généralement qui a le droit de poser le tampon, c'est celui qui a du coup demandé le certificat, comme vous en tant qu'expert comptable pour être signataire. Donc du coup, c'est comme ça qu'on vérifie. Donc c'est là que justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est là que les plateformes, à l'entrée de votre flux, elles vont vérifier que votre facture est bien, entre guillemets, signée, tamponnée, quoi, et qu'en même temps, elle a bien le bon format, quoi. Si vous n'avez pas ça, il y aura un rejet du coup de la plateforme de votre facture et de votre pièce, quoi. Très rapidement, une question en ligne là sur les PDP. Effectivement, il y a un certain flou peut-être sur qui l'est, qui ne l'est pas. Et quand est-ce qu'on le saura? Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Ouais, alors bon, d'abord, première chose, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un enjeu colossal. Alors, je vais peut-être faire un petit aparté, je vais essayer de pas être trop long, mais en gros, pourquoi la France a choisi un modèle PDP? Je vous le dis, en tout cas, c'est ma vision. Moi, je suis consultant, je suis pas institutionnel, mais ma vision, c'est que le monde des PDP, c'est un monde de business. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux mondes il y a deux visions dans le monde sur la digitalisation des pièces. Vous avez le monde italien, où du coup l'État italien avait un enjeu de collecte tout de suite la TVA, ils ont récupéré 2 milliards avec leur dispositif, ils ont fait une plateforme publique en disant c'est gratuit, vous déposez vos factures, mais je veux les factures tout de suite, quoi. Et en gros, 2017, boum, ils sont passés à la facture électronique, 2018, 2019, et ils ont dit hop, on récupère tout de suite. À côté de ça, dans le monde entre guillemets anglo-saxon, vous avez des plateformes purement privées et donc des modèles purement privés où en fait là les gens payent un abonnement à la plateforme et donc ça fait entre parenthèses un monde de business puisque du coup je paye un service, en contrepartie de ce service-là j'ai un retour sur service. La France a fait le choix du en même temps, c'est-à-dire qu'on a le en même temps plateforme publique et en même temps le choix du modèle PDP, plateforme privée de business. Et donc du coup ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les acteurs de l'écosystème comptable, financier, ils ont les yeux tournés aujourd'hui vers est-ce qu'on a intérêt d'être PDP ou est-ce qu'on n'a pas intérêt d'être PDP, parce qu'ils se disent est-ce qu'il va y avoir un marché important, colossal sur
sur lequel il faut qu'on se positionne, qui est celui de la récupération des factures. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les factures, c'est pas que les factures des données fiscales, ça peut être plein d'autres données qui sont dans une facture, le prix auquel vous achetez votre kilogramme de sucre si vous êtes boulanger, et donc du coup, peut-être qu'après, ça peut me servir pour faire autre chose. Donc, tout ça, ça nourrit évidemment beaucoup d'appétit. Donc, en fait, en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont être PDP. Ou qui disent qu'ils se déclarent d'être PDP. Au début, il y a quelques années, on pensait qu'il y aurait 5-6 acteurs de PDP. Aujourd'hui, on pense qu'il y aura certainement, probablement, une soixantaine d'acteurs PDP à l'horizon 2023, enfin d'octobre-novembre 2023. En gros, là, il ne faut pas avoir trop le regard encore vraiment là-dessus, parce qu'en réalité, les PDP vont devoir, enfin les candidats PDP doivent se faire connaître auprès de l'administration fiscale, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, ils retirent un dossier, donc là, ils sont en train de retirer leur dossier. À partir du mois d'avril, ils vont pouvoir déposer leur dossier auprès des services donc, de l'administration pour dire voilà, je suis candidat à la PDP. En fait, entre juin, juillet, août, il va y avoir du coup l'étude des dossiers par l'administration, les premiers dossiers, puisqu'on pourra déposer ensuite, mais au démarrage, ceux qui veulent être les premiers, il faut qu'ils déposent dans cette période-là. Et donc, en gros, rendez-vous en septembre 2023. Notamment, il y a le congrès de Montpellier, je crois que c'est à partir du 26 et le congrès de l'ordre qui est donc à Montpellier. Rendez-vous, j'allais dire, à Montpellier, parce que je pense qu'à Montpellier, on va commencer à avoir les vraies personnes qui ont obtenu la première accréditation PDP. C'est-à-dire qu'on va avoir là les premières PDP qui vont être réalistes. Et donc, du coup, il y a des gens qui se disent aujourd'hui qu'ils vont être PDP, qui, je pense, ne le seront pas. Il y a d'autres gens dont on ne parle pas, parce que nous, on a l'œil, c'est vrai qu'on est des experts comptables, donc on a l'œil fixé sur notre écosystème PDP de logiciels comptables, d'éditeurs comptables, etc. Moi, mon métier de consultant, c'est de travailler avec plein d'acteurs aussi du marché qui ne sont pas les éditeurs ou les cabinets. Et donc, on voit bien que, par exemple, des opérateurs bancaires vont être certainement PDP. Il y a même des opérateurs qu'on n'imagine même pas parce qu'ils sont, par exemple, au Brésil ou au Mexique, qui sont en train d'arriver en France pour dire, tiens, nous, ça nous intéresse aussi le sujet, et donc on aimerait bien être dessus. Donc, très clairement, rendez-vous plutôt le sujet de la PDP. Si vous êtes vraiment dans une logique de dire, je veux choisir une PDP, parce qu'il y a un choix, je dirais, un peu stratégique pour la profession, c'est qu'il y a quand même une plateforme qui s'appelle en effet jefacture.com qui va exister pour la profession. Donc, si vous êtes dans un choix de pur benchmark, ça sera plutôt à partir de novembre, décembre que vous pourrez faire votre choix. Si vous êtes dans un choix, entre guillemets, plus de stratégie de profession, c'est vrai que jefacture.com est là, en fait, dès maintenant pour être, je dirais, votre PDP, parce que jefacture.com va être une PDP. Enfin, ils n'ont pas le choix. Du côté d'ECMA, il faut qu'ils soient PDP, donc ils vont être certifiés PDP. Enfin, c'est obligé. Ce que tu dis sur la présence d'autres acteurs, ça fait la transition parfaite, parce que là, effectivement, on est très tourné sur la profession, nous, les cabinets, les clients, mais ça serait être un peu trop auto-centré de ne pas se rendre compte que le gâteau intéresse beaucoup d'autres acteurs. Ouais. D'où l'intérêt stratégique de se poser des questions. Et je peux passer peut-être à la slide d'après. Il y a des questions d'organisation, mais des questions stratégiques à se poser, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ouais. Alors, déjà, je reprends la question que m'avait posée notre consoeur dans la salle, qui était, est-ce que la fin de la compta est là avec, en gros, la fin de la saisie, oui, pardon, j'assimile la compta à la saisie, c'est une erreur. Donc, en effet, est-ce que la fin de la saisie? La première remarque, c'est que vous allez saisir encore longtemps. Alors, je vous le dis franchement, parce que c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui nous disent, moi je me rappelle même du professeur Alexandre ou du docteur Laurent Alexandre qui avait dit en 2030, il n'y aura plus de comptables aux universités d'été de Paris, il y a quelques années. Et moi, ça m'avait un peu fait bondir parce que, en fait, si vous voulez, le sujet, c'est pas il n'y a plus de comptables en 2030. Il y a des tâches dans la mission du comptable qui vont être en effet automatisées, comme il y a des tâches, je dirais, dans tous les métiers en ce moment qui sont en train d'être automatisées. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que du coup, ça veut dire que moi, je fais partie de ceux qui prédisent, entre guillemets, qu'au contraire, notre activité d'expert comptable va se développer. Et quand je dis je prédis, moi, je ne fais pas du tout de prédiction dans le mar de café. Je regarde juste le chiffre d'affaires qui se développe dans un certain nombre de pays en lien avec justement la digitalisation, la facture électronique, etc., les missions que peut faire un expert comptable. Et tout au long de l'année, dans les ateliers de la transformation, on va parler en effet de ces nouvelles missions. Et vous verrez qu'il y a vraiment des exemples à travers le monde, à travers ce que font aussi des confrères en France, de génération de chiffre d'affaires et donc du nouveau rôle que les cabinets vont avoir et de l'extension en fait de notre périmètre d'action, puisqu'en gros c'est une question d'extension de notre périmètre d'action. Après, la question de la tâche de saisie comptable, il est évident que plus je vais avoir de l'imputation automatisée grâce à du flux XML, plus la tâche d'imputation comptable va diminuer.
sujet. C'est-à-dire que très clairement, si on raisonne factuellement, un collaborateur qui aujourd'hui prend une facture papier, qui la saisit, qui met le numéro du fournisseur, qui met la date de la facture, qui met le montant hors taxe, le montant TTC, le paiement et qui dit en plus l'imputation comptable, il y a au moins une grosse partie de ces tâches-là qui vont être reprises par les lecteurs XML de vos éditeurs, c'est-à-dire en gros la date de la facture, les montants hors taxe, les montants TTC, les montants de paiement et éventuellement donc du coup le nom du fournisseur puisqu'on l'aura directement avec le numéro de SIRET, etc. Et par contre, la tâche de codification, elle va encore rester un petit moment. Alors, quand je dis un petit moment, c'est que dans les modèles FactureX, on peut prévoir qu'on pourra imputer automatiquement. C'est-à-dire qu'on pourra mettre au fur et à mesure du temps des codes comptables dans le modèle. Mais au démarrage, en tout cas, quand on va lancer la facture électronique dans les 4-5 prochaines années, du coup, on n'aura pas l'imputation automatique du code. Donc, il faudra surtout encore le faire. Donc, il y aura encore une tâche de saisie, plus tous les autres tâches de saisie liées au e-reporting. Parce que si votre client, il vous donne, entre guillemets, des tableurs Excel de caisse avec des aides de caisse, etc., là, il faut bien quelqu'un pour les mettre sur les plateformes et il faut bien faire le e-reporting éventuel lié à ces éléments-là. Donc, plus les factures étrangères qui, du coup, ne sont pas, je dirais, passées au modèle FactureX. Donc, tout ça, ça fait qu'on aura encore de la saisie. Par contre, il est très clair que cette tâche de saisie va diminuer dans le temps et que sur un horizon de 10 ans, on va progressivement, je dirais, éteindre cette partie-là qui est la saisie. Attention quand même, et ça fait le lien avec, en effet, les slides d'après, avoir moins de saisie, ça veut surtout dire avoir des collaborateurs qui sont en fait ce que j'appelle moi des architectes du flux numérique, c'est-à-dire ce que j'appelle aussi dans mon langage moi des data controllers depuis près de 5-6 ans. Et donc en gros, les data controllers, ce sont les gens qui en fait vont vérifier que justement les flux électroniques rentrent bien dans votre système comptable, que vous avez bien récupéré les flux des plateformes électroniques, que vous avez bien du coup renseigné les éléments qui devaient être renseignés, que votre pièce est bien archivée, etc. Donc dit autrement, le collaborateur qui saisissait, eh bien, il se mue en collaborateur qui fait du coup du data controlling, qui fait de l'architecture de flux, qui en gros a de l'esprit critique pour dire tiens cette facture il y a peut-être une erreur, elle est arrivée dans le flux mais il y a un bug, ça peut arriver, c'est une facture de charcutier alors que moi j'ai un boulanger, donc il faut peut-être que j'y fasse gaffe quand même. Donc là il y a un vrai job d'esprit critique et donc ça c'est hyper important parce que là maintenant on va rentrer après dans le plan d'action, mais je veux dire moi mon urgence actuelle c'est pas de choisir la PDP si vous voulez. Les PDP, comme je vous dis, pour moi, c'est un sujet de novembre 2023. Mon urgence actuelle, c'est que les cabinets se mettent en état de marche pour préparer leurs équipes pour justement transformer le rôle progressif de leurs collaborateurs. Alors, ça se fait là aussi avec un peu de temps, mais passer de ce rôle de saisie à un rôle de data controller pour certains, c'est-à-dire en gros de gens qui vont être beaucoup plus dans l'acquisition du flux numérique. Juste avant de prendre la question là-dessus, ce que tu dis, c'est on est au cœur des ateliers de la transformation vraiment, puisque c'est la démarche là depuis le départ de segmenter les tâches, comme tu le disais, des collaborateurs pour essayer de voir ce qui va être automatisé, ce qui va se réduire avec le temps, et d'essayer d'aller vers une vision cible, notamment data controller, mais aussi d'autres missions qu'on évoquera dans les prochains ateliers. Bien sûr. Justement, dans le remontez bien le micro, parce que sinon en ligne, vous entendrez. Dans le prolongement de ce constat, donc je suis en plein dedans. C'est-à-dire que je réfléchis à réorganiser un peu le cabinet à ce niveau-là, parce que la fonction collecte prend beaucoup de poids. Et donc, est-ce que dans votre pratique, peut-être même chez vous, dans ce que vous avez pu observer, donc il y a des réorganisations pour des cabinets qui sont un peu en avant, voilà, qui ont un peu revu leur organisation en mettant par exemple, moi je compte par exemple mettre quelqu'un qui va être juste monsieur collecte en fait, qui va s'assurer que les flux arrivent correctement, rentrent dans les bons tuyaux, etc. En réalité, alors donc du coup, moi mon métier c'est de faire de la transformation de cabinet depuis 20 ans. En fait, nous depuis 5-6 ans, en fait, on a développé un modèle qui est un modèle en fait sur lequel on dit, en gros, dans le cabinet, il y a 3 typologie de fonction. Il y a la typologie de fonction qui est liée donc à ce que j'appelle le data controller, c'est-à-dire les gens qui vont être dans l'acquisition, la collecte du flux, l'organisation du flux numérique, parce que on va peut-être y revenir après, mais du coup le potentiel aussi pour nous c'est d'aller organiser nos clients par rapport à ce flux. Donc ça c'est le data controller. À côté de ça, il y a une deuxième typologie de tâches et de gens qui sont ce qu'on appelle nous des missions spécialistes, c'est-à-dire des gens qui vont avoir en fait un rôle de développer
des missions qui vont être nouvelles, qui vont être liées à ce passage au digital, typiquement le paiement, l'encaissement, les factures, l'émission de factures éventuelles, mais aussi le recouvrement, etc., qui sont des missions qui vont devenir nécessaires. Parce que souvent, la question qu'on me dit, c'est « ouais, mais ça, j'ai pas envie de faire du recouvrement, j'ai pas envie de faire du paiement fournisseur, ou c'est une tâche minime ». D'abord, on vous donne rendez-vous dans les futurs ateliers de la transformation, parce qu'on vous expliquera que c'est pas que déclencher un paiement, hein. C'est faire plein d'autres choses quand on fait ça. Et en même temps, si vous voulez, c'est pas mineur, parce que pour les entreprises qui vont être dans une logique de digitalisation de leur flux, ça va devenir hyper important de suivre sa trésorerie. Parce que dans les factures électroniques, on va pouvoir automatiser le paiement. Donc, s'il y a des paiements qui passent sans que forcément les gens aient prévu éventuellement la gestion de trésor, ça va poser des problèmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les missions spécialistes. Et le troisième modèle, c'est, je dirais, ce qu'on appelle les coachs clients, c'est-à-dire les gens qui sont plus dans justement la relation client, l'écoute client, la détection éventuellement des problèmes, le commentaire éventuellement des informations justement qui sont remontées par les systèmes de data, etc. Donc ça, c'est notre modèle de transformation. Après, à votre question, est-ce qu'il y a des cabinets qui font ça aujourd'hui? Bah oui, moi par exemple, je suis secrétaire général d'un groupement qui s'appelle ATH. Nous, on a lancé un programme de formation et de labellisation de collaborateurs. On a 200 collaborateurs qui ont déjà été certifiés data controller. On a fait notre propre programme de formation. Ça dure 120 heures. Et au bout de 120 heures, bah, les collaborateurs, ils savent faire des choses qui sont, par exemple, une architecture de flux numérique. Alors, une architecture de flux numérique, c'est quoi? C'est en gros la note d'orientation qu'on doit tous avoir dans nos dossiers, où on dit les particularités fiscales, sociales de l'entreprise. Là, il faut qu'ils intègrent la dimension, OK, c'est quoi le logiciel de facturation? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il n'y en a pas? Demain, quelle sera éventuellement la plateforme? C'est quoi le logiciel d'archivage? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est quoi éventuellement l'outil de caisse, etc. Parce que cette note d'orientation numérique, en fait, elle va devenir fondamentale. C'est-à-dire que quand vous disiez je vais avoir des dossiers, à la limite, moi, si demain j'accepte un dossier, j'ai intérêt de regarder tout de suite en fait l'organisation du client. Parce qu'en fonction de l'organisation du client, je peux être dans la situation de me dire tiens, il y a plus ou moins du boulot pour mes équipes et donc pour mon budget, mon tarif, ou je peux même être dans le cas de figure de dire je prends pas ce dossier parce que vraiment c'est trop compliqué de mes standards, c'est trop éloigné, je le prends pas. Donc oui, il y a des cabinets qui sont en train de se transformer sur ça. Évidemment, la plupart attendent maintenant vraiment et piaffent du pied les PDP, les plateformes, parce que du coup, quand les plateformes vont être là, les gens vont mettre vraiment dans le cambouis. Cela dit, il faut quand même préparer les équipes avant, parce que je vous dis, il y a des compétences, par exemple des compétences sur c'est quoi des API, c'est quoi en effet du XML, c'est comment est-ce qu'on regarde un document s'il est bien scellé, etc. C'est des choses que nos collaborateurs comptables aujourd'hui ne savent pas faire. Et très clairement, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on aide nos équipes, parce que quand elles vont arriver en masse, c'est là qu'il va falloir, entre guillemets, avoir les bons réflexes. Donc, c'est pas trop tard, mais il faut s'y préparer. Donc ça fait le lien, je pense, avec la partie plan d'action. Donc, la partie plan d'action, en gros, on vous a présenté brièvement la réforme. Dans la prochaine session, j'aurai mon associé Céline qui vous présentera notamment les missions, toutes les missions qui sont possibles de faire autour de la facture électronique, parce qu'il y a plein de missions qui sont possibles. Moi, je voudrais, entre guillemets, avancer sur cet atelier, sur maintenant le plan d'action concret, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les cabinets dans les 18 mois qui viennent, puisque, en gros, on a un peu moins de 18 mois maintenant pour se préparer. La première chose, et celle-là, elle est vraiment essentielle pour moi. Bon, évidemment, il faut que l'expert comptable, ses équipes, connaissent un peu les principes de la réforme. Alors, vous regarderez en replay pour ceux qui le veulent avec vos équipes cet atelier. L'idée, c'est que ce soit cet atelier ou d'autres webinaires, il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui font du webinaire. Il y a le CFPC qui fait beaucoup aussi de formation sur le sujet. Donc, ce qu'il faut, c'est bien comprendre la réforme, et ça, c'est le premier élément. Après, quand on passe à la partie plan d'action, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un peu une urgence qui va arriver dans les 4-5 mois qui viennent. C'est de commencer tout de suite dans son cabinet à segmenter ses clients. Alors, segmenter ses clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, je sais que Ludovic parle souvent de segmentation pour la transformation, puisque j'ai suivi les ateliers précédents. Mais moi, je parle de segmentation, là, du coup, opérationnelle facture électronique. La segmentation opérationnelle facture électronique, c'est quoi? C'est en fait une segmentation toute simple au départ. Par exemple, quels sont mes clients qui ont aujourd'hui un logiciel de facturation? Quels sont ceux qui n'en ont pas? Ça, je vous assure que moi, dans mon métier aujourd'hui de coach numérique pour des cabinets, on arrive, on dit voilà, sortez-nous la liste des 500 clients et dites-nous là-dedans qui a un logiciel de facturation, qui n'en a pas. Ils savent pas très bien faire, quoi, les cabinets. Ils ont du mal aujourd'hui à sortir cette info. Donc là, on va avoir la période fiscale. Donc c'est l'occasion pour vous avec vos équipes de poser ce genre de questions. OK, objectif numéro 1, on fait le point sur tous nos clients. Est-ce qu'on a un logiciel de facturation ou est-ce qu'on n'en a pas? Pourquoi? Parce que la facture électronique, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une opportunité formidable pour la profession.
L'opportunité formidable, c'est de proposer une solution de facturation qui soit une solution de facturation électronique, qui du coup soit compatible avec votre système informatique et qui du coup vous simplifie tout de suite la tâche. Parce que votre client, il devient utilisateur de facture électronique. Vous, d'une certaine manière, vous pouvez facturer la location, la mise à disposition de cet outil de facturation. Et en plus, vous réglez une grosse partie des problèmes, puisque généralement, si vous allez prendre un logiciel qui va être compatible Facture X, il va faire de la Facture X et il va envoyer à la plateforme. Et donc, du coup, vous allez avoir réglé pratiquement 80% du sujet facture électronique de votre client. Il y aura les autres missions, mais ça sera la première étape. Donc, segmenter les clients, ça, c'est hyper important. Les retours d'expérience qu'on a en Italie, c'est plus 30% du chiffre d'affaires des cabinets qui ont pris le sujet et qui ont dit, voilà, on met en place un logiciel chez notre client, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui ne l'ont pas fait, ils se retrouvent un peu en difficulté, un peu bancale. Les cabinets qui sont bons, c'est les cabinets qui ont dit, voilà, on a sélectionné tel outil de facturation, on vous propose cet outil. Vous n'allez pas le pousser à 100% de vos clients, c'est impossible. Mais moi, l'objectif que je donne à beaucoup de cabinets, c'est je dis, voilà, sur de la TPE généraliste, classique, sans règles, sans problème, une fois que vous avez choisi un outil qui vous paraît conforme et qui est compatible avec vous, essayez de le pousser. Et l'objectif, c'est d'avoir de l'ordre de 60 à 70% de vos clients qui prennent ça. Parce que là, et là, déjà, c'est une super opportunité. Là, sur les entreprises, c'est quoi? C'est 60-70% qui sont sur Excel ou Aujourd'hui, les statistiques, alors nous, à la profession comptable, on a refait un baromètre il y a quelques jours qu'on a publié pour le congrès de Paris. Mais et ce baromètre venait confirmer des chiffres qu'on avait par ailleurs ou des tests. C'est en gros de l'ordre de 65 à 67% de vos clients qui aujourd'hui, dans le monde de la TPE, moins de 50 salariés, n'ont pas de logiciel de facturation. C'est-à-dire, en gros, font de la facture à la main ou avec Excel ou avec du PDF ou avec de... Alors, ça paraît dingue, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je parle à des patrons de cabinet, des fois, qui ont des gros cabinets, ils n'imaginent pas ça. Et puis après, quand ils rentrent dans le détail de leur dossier ou de leur bureau, ils s'aperçoivent que oui, la statistique, elle est là. Sur le monde de la TPE, en fait, on est très peu équipé. C'est d'ailleurs... C'est un aparté, mais c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de startups qui en ce moment lèvent beaucoup de fonds sur des logiciels de facturation. C'est parce que vu par un Américain, vu par un Chinois, vu par un fonds d'investissement étranger, le business de la facture électronique, c'est d'abord 3 800 000 entreprises TPE que je multiplie par, je vais faire simple, 0,60%, qui n'ont pas de logiciel et qui demain devraient être équipés d'un logiciel, qui, si je les équipe d'un logiciel de facturation, m'ouvre la porte à les équiper demain d'un logiciel de CRM et m'ouvre la porte demain de les équiper éventuellement d'un logiciel de paiement, etc. Donc, le business de la facture électronique, il est là. Donc, c'est pour ça que je dis, la première étape, segmentez vos clients, ceux qui sont avec logiciel, ceux qui sont sans logiciel, c'est hyper important. La deuxième étape, c'est toujours dans la segmentation, c'est regarder ceux qui vont être complexes en facture électronique et ceux qui vont être simples. Dit autrement, est-ce que j'ai des clients qui font du B2B France, pas de problème, ou est-ce que j'ai des clients qui font du B2B France, plus du B2C, plus du B2B, B2B, B2C international, et là, du coup, je deviens complexe. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des lots. Le lot des clients simples, où on pourrait avoir un discours très simple, le lot des clients un peu plus complexes sur lequel il faudra peut-être travailler certaines solutions particulières, et puis peut-être le lot, en effet, beaucoup de clients B2C, si j'ai beaucoup de clients B2C. Donc ça, c'est important aussi d'identifier avec un système d'étoiles, nous c'est comme ça qu'on fait, voilà, on benchmark un peu les lots. Et puis le troisième point de segmentation, c'est du coup, qui est concerné à quelle vitesse dans la réforme. C'est-à-dire que si vous avez des clients en grandes entreprises, vous êtes déjà là-dedans. Si vous avez que des clients TPE, dans l'absolu, vous avez un peu plus de temps. Mais cela dit, c'est bien de les segmenter pour les avoir comme ça. Donc voilà, il y a une dizaine de critères de segmentation que nous, on utilise au quotidien qui permettent de faire en fait une analyse du portefeuille et qui du coup permettent de dire, voilà, ces clients-là, ils sont plutôt prioritaires ou moins prioritaires. Mais c'est important de les repérer parce que vous ne pourrez pas avoir un discours généraliste pour tous. Après, juste sur la segmentation, est-ce qu'on peut recommander aux gens qui nous écoutent de préparer ça pour la fois d'après, puisque la fois d'après, on va parler de qu'est-ce qu'on propose à par exemple, oui, vous pourriez. Oui, ceux qui le veulent, en effet. Très clairement, c'est vrai que c'est un travail personnel qui est important et de réfléchir à ça. Et surtout, moi, ce que je dis, c'est que voilà, il y a une période donc de campagne fiscale là de 6 mois où en gros, moi, l'objectif vraiment numéro 1 que je donne à beaucoup de cabinets en France aujourd'hui qu'on accompagne, on dit voilà, en gros, à la sortie de la période fiscale, je veux votre segmentation, quoi. Je veux dire, OK, vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous allez sortir de la période fiscale, je la veux. Et du coup, ça veut dire avoir interrogé sur ces 5-6 critères le collaborateur qui va traiter le dossier, quoi. Et des fois, découvrir que parfois, on connaît mal son cabinet. Donc ça, c'est la segmentation client. Ensuite, le deuxième élément très pratico-pratique, alors moi, généralement, celui-là, je le situe à la rentrée 2023, c'est-à-dire en gros au mois de juillet, au mois de septembre, c'est réfléchir à c'est quoi mes offres d'accompagnement facture électronique.
C'est-à-dire, en gros, vous allez être dans la situation où de toute manière, il y a un élément de marché extérieur qui fait qu'il y a des besoins. Et du coup, ces besoins-là, si vous ne les adressez pas, d'autres vont les adresser. Des besoins d'équipement, des besoins de nouveaux systèmes, des besoins. Donc, en gros, la question là, qui est une question personnelle de chaque confrère et de consoeur, c'est de dire, OK, moi, dans cette transformation, c'est quoi mon rôle et qu'est-ce que je veux promouvoir comme type de service pour mon cabinet demain? Donc là, du coup, ça sera vraiment l'atelier du mois de janvier. En fait, avec Céline, elle vous montrera en fait que nous, on a une cartographie de ce qu'on appelle les offres d'accompagnement qui existent aujourd'hui pour la facture électronique et qui sont de dire, bah voilà, soit je fais par exemple un diagnostic de mon client pour savoir où il en est sur le plan numérique, ça peut être ma première partie d'offre, ça peut déboucher par exemple sur une proposition demain de stockage de ces factures et donc un coffre-fort ou une plateforme qui stocke. Ça, on va dire, c'est un peu le basique. C'est ce que j'appelle moi la gestion de la trace numérique. C'est en gros, c'est la première offre. C'est-à-dire que notre métier d'expert comptable, il va muer vers en fait ce que j'appelle l'expert d'information. On sera moins comptable et plus expert d'information numérique. Et donc du coup, je peux avoir un modèle dans lequel je dis, je gère votre trace numérique, monsieur le client, tous les aspects de la trace numérique, je les gère. Et en plus, en vrai, ça m'aide aussi à faire une vraie piste d'audit fiable. Donc c'est plutôt pas mal quand je suis expert comptable d'avoir une vraie piste d'audit fiable là-dessus. Ensuite, je peux avoir des offres qui sont d'accompagnement de formation, de logiciels, parce qu'il va bien falloir aider nos clients là-dessus. Je peux avoir des offres pour des boîtes un peu plus grosses qui ont des services comptables, de regarder avec eux leurs process, parce que la facture électronique va changer les process. Madame, elle m'a dit tout à l'heure qui signe, mais il y aura qui signe, mais qui déclenche les paiements, qui réceptionne les factures. Donc, il y aura des process à changer. Donc, si je suis expert comptable dans une belle PME, je peux aider à faire ça. Donc là, il faut une offre d'accompagnement. Après, je peux avoir des offres d'accompagnement, on l'a dit, qui vont être le paiement, qui vont être l'encaissement, qui vont être justement toutes ces missions connexes à la facture électronique. Donc en gros, là, ce que je veux dire, c'est que au mois de septembre-octobre, c'est pour ça que je dis souvent septembre-octobre pour les cabinets, c'est qu'en gros, vous allez faire la période fiscale, vous allez sortir de là. Là, c'est le bon moment de faire un séminaire d'associés et puis un séminaire de cabinet et de réfléchir, c'est quoi notre rôle demain dans ce monde de facture électronique? Quelles sont les nouvelles missions qu'on met en place? Et du coup, je prépare mon cabinet en réfléchissant à ces offres de services-là. Et puis, du coup, dans la période, entre guillemets, septembre à juin de l'année prochaine, là, du coup, ce qui sera important, c'est de former vos équipes à cette nouvelle offre, en fait, de leur commencer à leur expliquer. Alors, tout ne sera pas parfait, les métiers, ils vont se transformer au fur et à mesure du temps, mais il faudra les former, je dirais, à ces nouvelles offres. Donc, ça veut dire aussi que à partir du mois de juin-juillet, c'est bien de parler aux équipes et de dire qui veut faire un peu plus demain du data controlling, qui demain je vois un peu plus dans des missions de service, qui je vois. Et là, vous mesurez là aussi votre ressource, où vous en êtes par rapport à cette ressource. Est-ce que vous avez besoin de changer des postes, etc. Après, il y a un peu deux zones d'information client pour moi dans le plan d'action. Il y a une zone d'information qui est en ce moment, cet hiver, qui est en gros, je t'explique les principes de la facture électronique. Moi, j'appelle ça en fait marquer son territoire. C'est-à-dire que là, vraiment, je dis en fait, le rôle de l'expert comptable, c'est de dire voilà, je suis là, il y a la facture électronique qui va arriver. On sait que la communication gouvernementale, ça va être à partir du mois d'avril-mai. Donc, à partir d'avril-mai, l'État va commencer à dire dans un an, la facture électronique existe, etc. L'idée, c'est que les chambres de commerce, tout ça, ce qu'on appelle les relais, commencent à en parler avant l'été. Donc, nous, c'est pas mal si en tant qu'expert comptable, on prend la parole avant. C'est-à-dire si on dit à notre client, dis non, tu sais qu'il y a la facture électronique qui va arriver, moi, je suis en train de me préparer, je réfléchis à ton système. D'ailleurs, je t'ai mis dans tel lot ou je t'ai mis dans tel lot de clients. Alors, pas forcément lui dire qu'il n'est pas prioritaire, mais je peux lui dire, pour toi, c'est un peu moins urgent d'après mes critères, etc. Mais du coup, prendre date avec lui et lui dire, voilà comment ça va se passer globalement et voilà ce que moi, je prépare dans mon cabinet. Puis après, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, ça sera quand vous aurez choisi du coup votre système, entre guillemets, soit votre plateforme, soit votre éditeur, etc. Ça sera probablement qu'à partir de l'automne-hiver 2024, parce que du coup, les PDP, comme je vous dis, on va les connaître à partir de septembre-novembre. Ceux qui veulent faire des benchmarks, 23, ouais. Oui, non, mais septembre-novembre 2023, on va connaître du coup les PDP. Et du coup, je dis, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment choisir leurs outils, ceux qui veulent choisir, sauf si vous avez déjà choisi parce que vous avez une appétence particulière. Mais il y en a beaucoup qui les choisiront sûrement même jusqu'au début de l'hiver, parce qu'en fait, pour la petite histoire, les PDP, les tests en vrai, ils ne pourront pas les faire avant février 2024. Donc en gros, il y a des gens qui disent qu'ils seront peut-être PDP, puis peut-être que quand ils feront les tests, on s'apercevra que c'est moins fluide que ce qu'ils avaient dit. Donc là, il y aura un vrai, à ce moment-là, dispositif qui sera de commencer à dire à son client, voilà, je te fais une offre
de mission, voilà la PDP que je te propose, voilà en gros éventuellement le mandat que tu me signes et je t'inscris. Évidemment, rien n'empêche d'aller plus tôt. Et ceux qui veulent aller plus tôt peuvent faire ça. Mais en tout cas, ce que je viens de dire, c'est le calendrier minimum pour ceux qui seraient en retard. C'est-à-dire que ceux qui vraiment auront rien fait au 1er juillet 2024, là, ils vont être en galère parce que du coup, là, leurs clients, ce qu'il faut absolument éviter dans la stratégie, c'est que votre client, en fait, choisisse tout seul. C'est ça le truc. Moi, toutes les études qu'on a fait dans les pays étrangers, quand on discute avec des confrères à l'international, je vous dis, j'ai une casquette journal profession comptable, donc l'avantage, c'est qu'on va dans les congrès internationaux. Dans tous les congrès internationaux où on parle de facture électronique, où on discute, l'élément majeur qui revient, c'est si j'ai laissé la main à mon client, volontairement, c'est-à-dire si le client il veut faire, hein. Mais si je m'en suis pas occupé, en gros, si je me suis pas occupé de mon client, bah, je me retrouve dans une situation où moi derrière je pédale en tant qu'expert comptable parce que je raccroche des systèmes qui sont pas les mêmes, sont pas ceux que j'ai choisis, etc. Donc là, ça devient de la haute couture, quoi. Ça vient du sur-mesure et ça devient compliqué. L'idée, c'est d'avoir la main, quoi. Sur cette première partie, concrètement, c'est juste pour éviter que il va y avoir des banques, par exemple, qui vont communiquer très massivement et qui auront des moyens de communication beaucoup plus élevés que ceux que peut avoir un petit cabinet. Donc, il faut être présent très tôt. Je me permets juste un petit point timing. Ouais. Vas-y. Donc là, il est 10h30. On a commencé avec presque un quart d'heure de retard. Est-ce qu'on nous accorde un quart d'heure, c'est ça? On va prendre, voilà, peut-être pas un quart d'heure, mais il nous reste une slide, enfin la fin de celle-là et une slide derrière, donc on n'est pas trop mal. Mais on va essayer de poursuivre un petit peu pour pouvoir clôturer le sujet. Donc voilà, donc le plan d'action, c'est quand même de la segmentation, de la construction d'offres. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que ça, vous n'avez pas besoin d'attendre la solution techno. C'est ça vraiment mon message. C'est que ça, c'est de la stratégie de cabinet, c'est de l'organisation et c'est ce qu'il faut faire maintenant, quoi, en fait. Et puis, c'est de l'information client et c'est de la formation, je dirais, aux collaborateurs. Bah, dernier slide, en effet, hein, ça résume d'ailleurs, je crois, ce que j'avais mis. Hein. Donc, en fait, c'est en effet le plan d'action qu'on propose la plupart du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que y a un sujet de mise en mouvement, quoi, de vos cabinets. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la dynamique, c'est une dynamique de mise en mouvement, que cette mise en mouvement, elle conduit à choisir du coup ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est hyper important parce que, bon, alors c'est vrai que ça va être le sujet tout au long de l'année, mais je veux dire, le monde de la facture électronique et l'impact de la facture électronique, comme je vous le dis, c'est que cette météorite, elle va créer des répercussions dans toute la planète, on va dire, comptable et financière. Répercussions qui veulent dire quoi? Qui veulent dire qu'il y a des acteurs extérieurs à la profession qui vont s'intéresser beaucoup plus à notre marché, pas forcément pour nous le prendre, hein. Les banques, elles veulent pas faire de la compta. Par contre, les banques, je veux dire, si elles ont en effet de la facture, si elles peuvent vendre du stockage de factures et si en plus elles peuvent, à partir des données, faire des tableaux de bord ou des indicateurs, elles vont pas s'en priver, elles le feront. Donc fatalement, je dirais ça, c'est des éléments qui vont venir impacter notre activité. Donc ça veut dire vraiment que du coup, dans ce contexte d'environnement qui change, il faut que les cabinets se mettent dans un plan d'action, hein, un plan de transformation. Donc c'est en effet le but des ateliers. Et c'est aussi le but, si vous voulez, de dire on peut pas choisir à votre place ce que vous voulez faire. Il y a des confrères aujourd'hui qui me disent moi je veux pas faire, moi je suis les forums. Je vois l'autre jour il y a des confrères, des consoeurs qui disaient moi je veux pas faire du paiement, je veux pas faire de l'assistance règlement. À la limite, pourquoi pas? Mais je veux dire, dans ce cas-là, il faut être clair que d'abord, si vous le faites pas, il faut savoir ce que vous voulez faire en complément d'une activité de saisie qui fatalement va pas disparaître, mais sera, je dirais, challengé sur le mode tarifaire. Ça, c'est quand même, il faut l'avoir en tête. Et puis la deuxième remarque, c'est que si vous faites pas cette activité, vous avez peut-être en effet d'autres activités à faire émerger dans votre structure en complément de la facture électronique. Donc ça, et puis en plus, il faut se dire aussi que quand on dit faire des missions entre guillemets de full service, paiement, encaissement, on parle pas en effet de tâches, micro-tâches rébarbatives. On parle vraiment de structurer une offre, c'est-à-dire de montrer vraiment à votre client la valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans cette offre-là et la manière. Moi, je vous donne un exemple. J'étais il y a quelques semaines donc avec un confrère italien sur un congrès. On échangeait lors d'une table ronde et il nous disait en fait, par exemple, la facture électronique en Italie. Il dit moi, ça m'a permis de développer des offres qui sont le benchmark des conditions fournisseurs. Et donc, en fait, le benchmark des conditions fournisseurs, c'est quoi? Il dit, comme j'ai toutes les factures maintenant en XML, je prends toutes les factures des fournisseurs de mon client, je les passe tous dans mon outil d'analyse de data et je m'aperçois qu'il y a des fournisseurs qui nous avaient dit qu'ils nous faisaient 15% de remise, qui les appliquent pas sur leurs factures parfois, qu'il y a des conditions de paiement normalement qui devraient s'appliquer, qui ne s'appliquent pas. Et donc, je rends un rapport à mes clients sur les conditions fournisseurs qui ont été pratiquées tout au long de l'année dans son dossier. Comme ça, quand il va négocier avec ses fournisseurs, il leur dit, dis donc, tu m'avais dit que tu faisais 15%. Moi, le taux moyen de pourcentage de remise que tu m'as fait, c'est 10%. Donc, l'année prochaine, je négocie. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment l'imagination de chacun.
qui va être au service en fait de la facture électronique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la facture électronique, c'est l'opportunité de repenser mon offre, de revoir, je vous dis, avec mes collaborateurs aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de pas faire, et puis de voir comment on intègre ce processus. Bon, c'est du coup vraiment un sujet stratégique, un sujet aussi avec une dimension commerciale forte. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'offre, vous ne ferez pas, entre guillemets, de chiffre d'affaires là-dessus. Donc, il faut avoir des offres. Et puis, c'est un sujet de transformation de compétences de nos équipes. Et c'est ça qui est vraiment le plus important dans le message. Et c'est ce que tu disais sur ce dernier slide, c'est qu'il n'est pas question ici de techno, de choix de PDP, etc. C'est avant tout un sujet de stratégie, de compétences, d'offres, de réflexion en fait. Voilà, d'offres, de réflexion. Et alors après, je vous dis, il y a de la réflexion stratégique éventuellement sur la PDP qui va venir. Il y a votre appétence à aller plutôt vers l'institution ou plutôt vers des éditeurs, selon ce que vous croyez, ce que vous pensez. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que moi, nous, on va faire des benchmarks, hein, évidemment, des PDP quand elles vont sortir. On a des commandes là-dessus. Donc, ça sera publié, donc ça sera connu. Après, moi, ce que je pense très clairement, c'est que finalement, les fonctionnalités au démarrage de beaucoup de PDP seront assez proches parce que le cahier des charges, il est assez clair et donc, du coup, les gens vont être assez proches en termes de fonctionnalités. Ce qui va faire la différence de la réussite, en fait, projet facture électronique dans les cabinets, contrairement d'ailleurs à ce que pensent beaucoup de confrères, moi, dans le baromètre qu'on a fait à la profession comptable pour le congrès, on avait en 1, et ce qui est normal, le critère « je choisirai mon outil par rapport à son intégration dans mon logiciel comptable », ce qui est assez logique. C'est-à-dire que vous dites, les confrères, les consoeurs, moi, ce que je veux, c'est que ça s'intègre bien dans mon outil et c'est logique. Cela dit, ça, c'est une perception d'expert comptable. Parce que la perception client, c'est qu'il va falloir en fait qu'à l'occasion du passage à la facture électronique, notre offre de service réponde aux besoins que les clients vont avoir. Et d'une certaine manière, si le client demain, il se dit la facture électronique c'est bien, mais si en plus je pouvais payer automatiquement, là du coup ça va peut-être dicter différemment votre choix demain d'outils d'intégration ou de plateforme. Donc voilà un peu, si vous voulez, le lien, quoi. Super, merci beaucoup Stéphane, merci pour le timing, c'est parfait. Il y a encore d'autres questions qui sont tombées sur des aspects précis, on parle de l'aide de mission, de facturation. Donc là-dessus, il va y avoir un autre atelier, donc c'est l'occasion de vous inscrire, de bloquer sur le calendrier si ce n'est pas encore fait. C'est le 18 janvier, où là, on examinera les sujets qu'on a un petit peu commencé à aborder là. Quel type d'accompagnement, en fonction de quel segment, quelle offre, on rentrera beaucoup plus dans le détail à cette occasion-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je vous dis, là aujourd'hui, il faut que vous connaissiez les grands principes de la réforme. Et après, c'est vrai que l'enjeu pour vous de vous mettre en place, c'est de commencer à comprendre en effet quelles sont les missions et quelles sont les lettres de mission qui peuvent exister et la manière dont on présente les offres aux clients, quoi. Parfait. Une question, je crois encore. Une toute dernière question, oui. Alors, une toute dernière question. Très rapide. Autant aujourd'hui, on sait à peu près estimer, enfin, on sait, pas à peu près, on sait clairement estimer le coût de récupération d'un relevé bancaire, d'une écriture de banque, à peu près, en fonction de sa taille, de son cabinet. Autant on sait les coûts d'ossérisation. À votre avis, le coût de traitement d'une facture par une PDP va se positionner à peu près à quel niveau? Parce que c'est lui qui va ossériser, qui va nous fournir toute la donnée, mais en gros, on doit s'attendre à quoi? On va être de l'ordre de 10 centimes d'euros, on va être à 6, à 15, à... Alors, comme je reviens du Texas, je vais dire c'est le Far West. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça va être le Far West. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on commence à voir dans les pré-contrats, dans les discussions qu'on a avec les uns et les autres, c'est que la tarification, ça sera quelque chose de complexe. Pourquoi je dis ça sera quelque chose de complexe? Bon, pour faire simple, on avait, vous savez, jefacture.com qui faisait du 19 centimes pour la facturation. Hein, c'était le prix, je dirais, de commercialisation initiale. Vous avez vu la semaine dernière, le président Canesi a fait une communication et donc le prix jefacture.com est maintenant à 10 centimes de pièces pour les factures. En réalité, ce qu'on voit nous dans les benchmarks qu'on commence à pressentir, c'est qu'on va avoir des écarts qui peuvent être par exemple du 7 centimes jusqu'à du 1,50 €. Alors, c'est pour ça que je dis c'est le Far West. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudra voir du coup les services associés à ça. Si je suis dans un monde de pure transmission de flux de données, c'est-à-dire en gros, j'envoie ma facture est extraite en données et je la réplique sur le PPF, enfin je l'envoie sur le PPF, on va être sur des coûts qui vont être de l'ordre des 10, 15 centimes, 20 centimes qui peuvent être annoncés par Je Facture ou par d'autres opérateurs. Si par contre on y rajoute des fonctionnalités de paiement, en fait,
des fonctionnalités de reporting de statut, puisqu'il faudra reporter les statuts sur les plateformes, là, du coup, on peut avoir des tarifs qui vont jusqu'à 1,50 €, voire 2 € dans certains cas, parce qu'en fait, ils vont gérer ça. Donc, pour répondre à votre question, ça sera quand même un élément de benchmark assez intéressant. C'est de voir, en fonction, en effet, du service qui est proposé, où se situe l'opérateur. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui sont très peu chers avec très peu de services. Il y a des opérateurs, d'une certaine manière, qui sont très chers, mais avec un service, entre guillemets, de luxe ou premium pour mes factures, en termes d'exploitation de données, en termes de restitution de data, etc. Donc ça sera l'élément. Donc c'est difficile de vous répondre à ce stade-là. Après, ce qui est très clair quand même, c'est que quand on fait des simulations dans les dossiers, en gros, on regarde et on se dit, voilà, un dossier, c'est 500 pièces entrantes, 300 pièces sortantes, quoi, admettons, donc en facture entrée, en facture sortie. Et qu'on se dit, en gros, admettons, ça fait 1000 pièces. Je vais prendre 1000 pièces. Si je prends 1000 pièces sur jefacture.com, vous comprenez qu'à 10 centimes, ça fait 100 €. Donc, en fait, ça fait un package à 100 € pour traiter 1000 pièces de données qui ont du coup de la data dans leur flux, etc. Et donc, du coup, ces 100 €, souvent, il faut les mettre en relation avec le temps quand même que passent vos équipes aujourd'hui à saisir ces pièces-là, etc. Et surtout, moi, j'insiste bien sur ce point-là, quand je disais la fameuse mission de gestion de la trace numérique, c'est surtout aussi qu'aujourd'hui, on fait qu'une partie du job. Parce qu'aujourd'hui, on va saisir la pièce, mais ensuite, on vérifie pas vraiment où elle est archivée. Éventuellement, on la met dans notre logiciel comptable, mais en réalité, c'est pas un archivage à valeur probante, etc. Donc, j'allais dire que les 100 € que j'investis dans le dispositif, admettons, je facture à 10 centimes, ils sont largement gagnés par le temps gagné, par la sécurité que j'apporte, etc. Donc après, je pense que la vraie réflexion par rapport à votre question, c'est surtout de se dire, ça va être quoi mon modèle de tarification? Donc ça rejoindra les questions d'émission. C'est-à-dire qu'en gros, quel est mon package? D'où mes fameuses histoires de lot. C'est-à-dire, en gros, si je dis à un moment donné, c'est un client simple, il n'y a pas de problème, c'est du B2B, il est facile. Il a 1000 factures, normalement c'est 100. Je peux peut-être lui faire une offre, admettons, à 150 € pour lui dire, pour 150 €, je règle ton problème facture électronique et puis voilà, j'utilise une plateforme qui les transforme. Et puis par contre, si c'est un client hyper complexe et que sur ces 1000 factures, il y en a beaucoup de complexes, là, du coup, j'ai peut-être un autre modèle de tarification. Donc ça, c'est important. La dernière remarque, c'est que, mais là, je vais un peu dépasser mon temps, donc Oui, je vais quand même la faire. C'est ce que j'avais Ouais, dit. mais je vais quand même la faire, parce que c'est celle que je fais en ce moment dans toutes mes fins d'intervention. C'est que le problème, c'est que c'est pas forcément nous qui devons nous dire, tiens, c'est 100 € ou c'est 50 €. C'est quoi la valeur perçue par le client de ce qu'on va faire? Si vous arrivez à transformer en fait la relation facture électronique en du service et en de la valeur perçue pour votre client, de simplification, d'anti-traca, de se dire que ces pièces elles sont conservées, qu'il n'y a plus de problème, etc., vous avez un modèle de tarification qui est beaucoup plus fort. Et moi, je donne toujours cet exemple-là. Là, on revient encore, comme je vous dis, du congrès américain. Nos confrères américains, ils upgradent depuis plusieurs années la valeur perçue du service comptable en montrant qu'en fait, ça n'est pas que en effet de l'échange de pièces et que du coup, le client, si vous lui rendez ce problème, je dirais facilement accessible, ça va lui permettre de simplifier la vie. Donc c'est pour ça que quand je disais marquer son territoire sur la facture électronique tout à l'heure, si vous dites au client, voilà, il y a une obligation, c'est quand même pas assez complexe, etc. Puis qu'après, un peu plus tard, vous arriviez et vous disiez, voilà, moi j'ai la solution que je te propose, elle est comme ça, etc. Vous lui enlevez quand même une sacrée épine du pied, hein, et donc du coup, ça a de la valeur. Et ça a plus de valeur que de dire c'est une demi-heure ou une heure de traitement comptable d'un collaborateur. Alors, ça a soulevé encore beaucoup de questions sur le chat. Donc, il y en a plein. Il fallait un séminaire de 3 heures, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, je sens qu'on pourrait faire une matinée largement. Mais on a prévu un deuxième atelier. Donc, encore une fois, notez bien la date du 18 janvier. On vous invite à revenir ici en présentiel ou à vous inscrire en ligne. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette présentation qui était, je pense, très claire. Enfin, c'est ce qui ressort aussi du chat. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci. Merci, à bientôt.